Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Nos invités ont un point commun, ils sont tous passés par des études de compta. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, bref, ils font tous plus ou moins de la compta. Eh bien en réalité, pas tout à fait. Certains ont même quitté les métiers du chiffre pour devenir prof ou monter une entreprise par exemple. À travers ces parcours, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Ce podcast est rendu possible grâce au label Copilote. Le label Copilote, qu'est-ce que c'est ? C'est une alliance de cabinets indépendants qui les accompagne dans leur développement RH, marketing, digital, commercial, bref, tout ce dont un cabinet entreprise a besoin. Récemment, ils ont lancé le Lab Recrute, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy at Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible en description. Bonne écoute! Bonjour Camille. Bonjour Julie. Je suis ravie aujourd'hui d'être avec toi dans tes locaux chez Biwiz à Paris. Je vais t'expliquer un peu comment va se dérouler l'interview parce qu'il va y avoir plusieurs parties. Donc une première partie où on va vraiment remonter au tout début, savoir où est-ce que tu es né, dans quel cadre familial tu as évolué, quelles études tu as faites, et puis peut-être tes premières expériences professionnelles avant d'en arriver à là où tu es aujourd'hui. Et puis à la fin, on répondra à quelques petites questions. Est-ce que juste rapidement, avant qu'on revienne sur ton cadre familial, est-ce que tu peux te présenter rapidement, dire qui tu es, ce que tu fais ? Avec plaisir. Enfin, je suis ravi de faire cet entretien avec toi parce que je trouve ça hyper intéressant d'aller interviewer des commissaires aux comptes et des experts comptables pour donner un petit peu envie, surtout plus jeunes, de faire ces métiers qui sont assez formidables. Mais je vais vous expliquer pourquoi c'est mon sentiment. Moi, je m'appelle Camille Boivin, je suis expert comptable et commissaire aux comptes. Je suis aujourd'hui associé d'un cabinet à Paris qui s'appelle Biwiz, comme tu l'as dit. On est 4 associés, il y a à peu près 40 collaborateurs. On fait aussi bien de l'expertise comptable que de l'audit. On a aussi une spécialité dans la gestion patrimoniale. On fait du juridique, on fait du social. Moi, je gère le pôle audit et commissariat aux comptes, une équipe de 8 personnes. Donc, en fait, mon job, c'est 99% du CAC, avec de l'audit légal, bien sûr, mais aussi des missions exceptionnelles. D'accord, bon, super. On a hâte de découvrir ça. Donc, est-ce que tu peux commencer par nous dire où est-ce que tu es né ? À Paris peut-être ? Oh non, moi je suis né à Lons-le-Saunier dans le Jura. Je ne sais pas si tu connais le Jura, Julie. Le Jura, c'est en fait c'est une moyenne montagne qui est en Franche-Comté, à côté de la Suisse là-bas. Moi j'ai grandi au milieu des sapins, des rivières et des lacs, ce qui peut te rappeler un peu le Canada. C'est un peu comme le Canada mais en version miniature. Et j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 16 ans. Donc j'étais l'aîné d'une famille de 4 garçons. Mon père était directeur d'une maison de retraite là-bas. Donc j'ai vécu au milieu des personnes âgées parce que j'y vivais jusqu'à mes 16 ans. Et ma mère était infirmière, mais elle ne travaillait pas parce qu'elle élevait ses 4 garçons. Et donc, comment tu étais quand tu étais petit ? Est-ce que tu étais plutôt sage, plutôt turbulent ? Qu'est-ce que tu aimais faire ? Moi, j'étais plutôt calme comme enfant. J'étais alors un petit peu chef de bande de mes petits frères. Je leur organisais des jeux. Je m'occupais pas mal d'eux en définitive. Mais après, j'étais un garçon assez sérieux à la maison. Et la famille était importante pour moi. Alors la famille au sens assez rapproché, mes petits frères et mes parents, mais aussi mes grands-parents avec lesquels j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais jeune. Mais j'étais un garçon assez raisonnable, je dirais. Et au niveau de l'école, alors comment t'étais ? Est-ce que tu étais plutôt team premier rang, team dernier rang ? J'étais pas très bon à l'école. Jusqu'à la fin du collège, j'étais un élève assez effacé. Allez, je vais le dire, assez médiocre en réalité. J'étais pas très bon parce que ça m'intéressait pas. En vrai, je m'ennuyais un petit peu en classe. Et je pensais à autre chose. Mon esprit vagabondait un petit peu et je pensais plus aux vacances qui allaient arriver plutôt qu'à ce que me disait le prof en face de moi. Et est-ce que c'était quelque chose justement que te reprochaient tes parents ou ils te laissaient comme ça est-ce qu'ils te poussaient peut-être à te dire Camille, il faut que tu bosses, quel était leur ressenti là-dessus ? Bien sûr, ils me poussaient, bien sûr, ils auraient voulu que je réussisse, mais ils m'ont jamais mis non plus une grande pression dans le sens où ils voulaient absolument que je devienne ingénieur ou avocat. Non, ils voulaient que je fasse le métier qui me plaise, mais après, ils regrettaient que je travaille pas davantage, et c'est normal, moi je ferais pareil avec mes enfants aujourd'hui. Le jour où j'ai eu un bon bulletin, on en parlera plus tard, c'était en première. J'ai trouvé un billet avec, quand ils m'ont donné le bulletin scolaire, pour le coup, ou quand j'ai commencé à devenir bon en seconde. Mais on va en reparler, je pense. On peut en parler
dès maintenant, ou peut-être, est-ce que tu avais déjà une idée quand tu étais petit, justement, ou peut-être à l'époque quand tu n'étais pas forcément super bon à l'école, est-ce que tu avais déjà des idées de métier que tu voulais faire? Ouais, j'ai eu plein d'idées. En fait, bon, tout petit, en CP, CE1, je voulais être commissaire de police. Parce que commissaire au compte, je connaissais pas encore, c'était trop tôt. Il y a commissaire dans les deux, Voilà. finalement. Mais après, au collège, j'ai voulu être à tour de rôle, j'ai voulu être croupier pour bosser dans des casinos, j'ai voulu être sommelier, et ensuite j'ai voulu être opticien. En fait, je pense que ce qui rapprochait ces différents métiers, c'était un petit peu la volonté d'être en contact avec le public, de faire un métier technique finalement, hein, enfin, même si c'est des domaines très différents. Et c'est ça qui m'a conduit jusqu'à la classe de seconde, pardon, où j'ai choisi en fait une seconde STI, c'était option technique, industrielle. Je ne sais plus quels étaient les termes exacts, mais mon objectif c'était de devenir opticien. Donc c'était pas la voie générale, peut-être parce qu'on me disait justement que tu n'avais pas des assez bons résultats Ouais, pour tout à y fait, aller. ouais. Et puis c'était même pas ma volonté, parce que j'avais choisi ce métier d'opticien qui m'intéressait, mais il s'avérait qu'en seconde, j'étais complètement nul en dessin industriel. Donc j'ai vite lâché l'affaire, hein, de mon propre chef, mais aussi sur les conseils de mes professeurs de l'époque. Et là, en seconde, STI, hein, j'étais à l'époque interne dans un lycée du Haut-Jura. Enfin, le truc était un peu sinistre, mais là, je me suis dit, bon, Camille, il faut que tu réagisses. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Alors là, j'ai pas été voir le CIO de mon lycée. Hein, non, je me suis plongé un peu dans la doc, dans l'étudiant, dans... Déjà, à l'époque, tu te plongeais dans la doc. Exactement. J'étais un peu précurseur. Et du coup, là, j'ai un peu réfléchi. Et puis, j'étais aussi influencé par un de mes grands-pères qui avait été inspecteur des impôts pendant toute sa vie et qui avait adoré son boulot. Il m'avait dit, Camille, franchement, j'ai fait un métier génial, j'ai une retraite confortable, ça m'a plu toute ma vie, donc tu peux quand même essayer de t'intéresser au sujet. Et donc là, effectivement, j'ai potassé, je me suis documenté et je me suis décidé à devenir expert comptable ou inspecteur des impôts en seconde. Donc à ce moment-là, j'ai redoublé ma seconde. J'ai suivi mes parents qui sont partis à l'époque dans la Drôme, dans la jolie ville de Valence, donc un peu dans le sud-est de la France. Et je suis arrivé en seconde dans un lycée, en seconde générale, hein, pour le coup. Et là, miracle, du jour au lendemain, je suis devenu très bon. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à m'intéresser aux études, j'ai commencé à bosser, j'ai commencé à devenir un peu sérieux. Et là, je suis passé de l'élève très moyen au premier de la classe. C'est parce que tu avais un objectif aussi à ce moment-là. Bah, c'est ça, j'avais décidé ce que je voulais faire, j'ai trouvé une motivation, puis une espèce de cercle vertueux, quoi. C'est-à-dire que quand on a des bonnes notes, on supporte plus d'en avoir de mauvaises. Du coup, on bosse et ça paye. Et donc, tu étais en seconde générale. Après, il fallait choisir une spécialité. Oui, alors en fait, à la fin de la seconde, je me suis posé la question, j'aurais pu partir en S, et j'ai réfléchi, puis je me suis dit que je savais déjà que je voulais devenir expert comptable, ou inspecteur des impôts. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant partir dans une filière techno, en l'occurrence STT, hein, l'ancêtre de l'STMG, option compta gestion, hein, et tant qu'à faire, partons dans cette filière techno. Et du coup, je suis parti en STT, et j'en étais ravi. J'ai passé 2 années à découvrir la compta, découvrir la com, l'éco, le droit. Enfin, ça m'a beaucoup plu. J'étais très bon dans ces filières-là, et puis ça m'a emmené jusqu'au bac. Voilà, que j'ai eu avec une mention. J'étais ravi, mes parents aussi, parce que voilà, ils étaient passés du cancre à l'excellent élève. Donc voilà, tout s'est très bien passé et j'ai eu de belles années au lycée. Et donc après se pose le choix du post-bac. Je ne sais pas trop comment ça se passait à l'époque. Il n'y avait pas APB, il n'y avait pas tout ça. Alors, je t'accorde que c'était encore au XXe siècle. Hein. Donc non, évidemment, il n'y avait pas Parcoursup. À l'époque, on déposait un dossier pour toutes les filières qu'on avait choisies. Donc en l'occurrence, moi, j'avais choisi ce qu'on appelait un DUT GEA, ce qui existe encore, hein, même si c'est remplacé cette année par le BUT, si je ne m'abuse. Mais voilà, donc j'avais le choix entre... Enfin, ce qui m'intéressait, c'était soit de faire un DUT GEA, tout en visant évidemment la filière expertise comptable, ou alors faire une prépa HEC. J'avais un prof qui me poussait à faire ça, qui était dédié aux filières techno. Mais je me suis dit, bon, là encore, un peu même philosophie, plutôt que d'être moyen dans cette prépa HEC, je ne sais pas où elle me conduirait. Et puis, j'étais pas très bon en langue, pour le coup. Si j'avais des matières où j'étais pas très bon, c'était en français, en anglais, et puis à l'époque en allemand, parce que c'était ma deuxième langue. La prépa, en plus, il n'y avait pas allemand, c'était forcément espagnol. J'en parlais pas un mot, donc c'était un peu compliqué. Donc je me suis dit, faisons plus simple, allons au DUT GEA, ça m'intéresse, et puis au moins, c'est une voie, c'est parmi les voies royales qui conduisent jusqu'au DEC. Donc tu avais déposé que des dossiers en DUT GEA ? Ouais.
Et du coup, j'ai été pris. Bon, après, c'est vrai que j'avais plutôt un bon dossier, donc je m'inquiétais pas trop parce que c'est une filière sélective, mais pas ultra sélective, donc j'avais pas tellement d'inquiétude. Et effectivement, j'ai été admis, voilà, et puis j'y suis parti avec plaisir. Et c'est là que tu as atterri sur Paris, peut-être? Et non, c'était le DUT GEA à Valence. Donc j'ai fait 2 ans dans la Drôme, à Valence, voilà. Et comment tu as vécu ces années, justement? Est-ce que ça t'a conforté dans ton choix? Ah mais complètement. Après, en fait, une fois que j'ai intégré ce diplôme-là, ça a été j'étais hyper épanoui parce que j'ai fait que des matières qui me plaisaient. Alors plus ou moins en fonction des profs, hein, c'est toujours pareil. Quand tu as des profs qui te donnent envie, tu t'investis. Quand tu as des profs qui sont un peu moins bons, il faut se motiver. Mais voilà, ça m'a conforté dans mon choix de la filière d'expertise comptable et ça m'a conforté aussi vers la volonté de poursuivre après ces deux IT vers des études plus longues. Et je suppose que à cette période-là, c'est le moment où tu as fait ton premier stage. Est-ce que tu te rappelles comment tu l'avais trouvé et puis qu'est-ce que tu avais fait? Est-ce que ça t'avait plu? Je ne me souviens plus comment je l'ai trouvé, mais c'est assez rigolo parce que c'était dans une agence immobilière et en fait, j'étais embauché pour faire en gros la compta des syndics. Et en fait, c'était marrant parce que c'était une agence complètement indépendante et le patron, il était assez original. C'était un type très sympa, mais je m'en souviens parce qu'il m'a emmené bon, faire des assemblées générales de copropriétaires, donc le truc est quand même assez folklore. Et puis, il m'a emmené aussi dans des soirées de son syndicat des agents immobiliers. J'ai rencontré je me suis fait un très grand copain à cette occasion-là. Enfin, c'était assez rigolo, donc je m'en souviens plus sur voilà, ce qui tournait autour du stage que le stage en lui-même, bon, qui n'était pas d'un intérêt incroyable, hein, parce que je passais des écritures voilà, d'immeubles de copropriété, mais je regarde dans mon souvenir. Et alors après, quelles étaient les options qui s'offraient à toi pour les poursuites après le DUT? Après le DUT, j'avais 2 options possibles, soit continuer en DCG, qui s'appelait pas comme ça à l'époque, mais voilà, c'est l'équivalent aujourd'hui. Donc, C'était le DECF? exactement, le DECF. Je suis bien Bravo. renseignée. Je vois ça. Donc soit à Valence, ou alors poursuivre donc, ce qu'on appelait à l'époque une MSTCF. Et en l'occurrence, j'ai passé un concours d'entrée pour intégrer une MSTCF. Donc la MSTCF, c'est l'ancêtre du Master CCA. Hein, donc en fait, c'est le Master CCA 1, première année, à Dijon, où j'avais de la famille. Et puis c'est une ville que j'aimais bien. Donc j'ai passé ce concours-là, j'ai été reçu et du coup, je suis parti à Dijon. Donc là, c'était combien d'années? C'était 1, 2, 3 ans? C'était 2 ans. En fait, on faisait 2 ans de DUT GEA et après 2 ans de maîtrise. Et donc là, quelles étaient les matières que tu avais? Est-ce que ça ressemblait un peu aux matières de C'est le Master DUT? CCA. En fait, Ouais. le Master CCA, ça a vraiment été calqué sur cette MSTCF à laquelle on a rajouté une année. Et tu l'as fait en initiale ou en alternance? En initiale, ouais. À l'époque, c'était pas encore très développé l'alternance. Je l'ai fait en initiale, c'était des semaines assez chargées. Hein. On avait une quarantaine d'heures de cours par semaine. Mais bon, voilà, c'était très technique avec des profs vraiment de haut niveau dans plusieurs matières. Et je me suis fait des amis là-bas qui sont encore mes potes aujourd'hui et que je revois régulièrement. Et donc, tu as dû faire un stage là, pareil, tu t'en rappelles? J'ai fait un stage dans un cabinet d'expertise comptable d'assez grande taille à Dijon. Bon, pour le coup, j'en garde pas un souvenir impérissable. Non pas que ça soit mal passé, hein, mais j'étais... bon, en fait, j'ai adoré, on en reparlera, hein, j'ai adoré la vie étudiante. J'étais un peu fêtard, hein, je te le cache pas. Et c'est vrai que du coup, cette ambiance bureau, alors qu'on était entre 2 périodes étudiantes, et en plus j'étais affecté entre le service social, le service expertise. Enfin, j'en garde pas un souvenir impérissable, mais j'ai quand même appris des choses et le stage s'est bien passé. On disait justement que tu étais plutôt fêtard. Alors, tu conservais peut-être tes places de premier de la classe ou est-ce que tu avais complètement délaissé le côté scolaire? Ah non, j'ai réussi à faire les deux. C'est-à-dire que j'avais un grand copain qui est aujourd'hui mon associé, 20 ans plus tard, où on avait ce rythme où, en fait, on faisait la fête un peu tout le temps. Mais 15 jours avant les examens, là, on disait stop et on se concentrait à fond. Et là, on faisait que bosser, mais vraiment de manière assez hard. C'est-à-dire on bossait tous les soirs jusqu'à minuit, 1h, parce qu'on n'avait rien fait avant, hein, je te cache pas. Mais du coup, on rattrapait notre retard, on bossait vraiment beaucoup, et à la fin, on passait nos examens et on les réussissait. Et du coup, voilà, j'ai réussi aussi bien le DUT GEA que le Master CCA de manière Master CCA, donc la MSTCF à l'époque, mais de manière assez facile, parce que j'avais ce type d'organisation qui faisait que ça passait bien.
Et est-ce qu'à l'époque, alors, quand tu fais ton MSTCF, donc tu fais le choix de faire un stage dans un cabinet d'expertise comptable, est-ce que tu hésites toujours entre inspecteur des impôts et expert comptable? Ben, c'est au cours de la MSTCF que j'ai décidé d'être plutôt expert comptable qu'inspecteur des impôts. Moi, je me souviens d'un prof de fiscalité qui était assez connu par ailleurs, hein, qui m'avait demandé ce que je voulais faire plus tard. Je lui avais dit inspecteur des impôts, il m'avait dit, mais ça vous a pris du jour au lendemain comme ça? Je lui ai dit, ben non, c'est une vocation, parce qu'effectivement, ça faisait déjà 6 ans que j'aspirais à faire ce métier. Mais en définitive, j'ai choisi plutôt l'expertise comptable parce que je trouvais le métier un peu plus sympa sur le côté entrepreneuriat, surtout. Enfin, le côté d'être son propre chef. Là, j'avais quand même eu des expériences professionnelles qui m'avaient amené à penser que c'était quand même un peu plus sympa d'être libre que d'être voilà, agent des impôts, hein, même si c'est un métier qui a un réel intérêt. Hein, mais j'avais plutôt envie d'être à mon compte. C'est vrai, je trouve que c'est quelque chose qu'on met pas assez en avant. Tu sais, quand on dit, par exemple, aux premières années de DCG, voilà, vous pouvez être expert comptable, on ne te dit pas que l'expert comptable, c'est aussi un chef d'entreprise dans la majorité des cas, en tout cas quand il est associé. Maintenant, il y a aussi, on peut être expert comptable en entreprise ou expert comptable salarié, mais c'est quelque chose qu'on ne met pas assez en avant, je trouve, le côté entrepreneur et qui se ressent des fois après quand on est diplômé et qu'on veut monter son cabinet et qu'on n'a pas cette facette-là. Et moi, je le déplore quand je vais voir des jeunes, on en parlera après de ce que je peux faire par ailleurs comme élu à la compagnie des commissaires aux comptes de Paris notamment. Moi, j'insiste beaucoup sur ce côté entrepreneur. Enfin, le premier truc que je fais quand j'arrive au bureau le matin, c'est que j'ouvre mon ordi et je vais sur les comptes de ma boîte pour voir un peu les virements que j'ai eus la veille ou qui vont arriver dans la journée. Parce qu'on est chef d'entreprise avant tout. On recrute des gens, on recrute des collabs qu'on paye, qu'on a envie de voir grandir, on développe son business. Enfin, moi, je me vois autant, si ce n'est plus, comme un chef d'entreprise que comme un commissaire aux comptes. Enfin, l'un va avec l'autre. Hein. Mais c'est vrai que quand on travaille comme indépendant, comme c'est mon cas, hein, même si on est 45, enfin voilà, c'est une petite entreprise, bah, on est d'abord des chefs d'entreprise avant d'être que commissaire aux comptes ou expert comptable. Ouais. Donc à l'époque, si tu te destinais à être expert comptable, quel est le parcours qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut quand même valider, alors je crois que c'était du coup le DESCF, l'équivalent du DSCG. Ouais, c'est le DSCG, c'est pareil. Hein. Et donc comment tu fais, justement, là tu as ta MSTCF, quel est ton parcours après? Non, il y a un avantage à l'époque, c'est qu'on pouvait le passer avant d'avoir son bac plus 5. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'après la MSTCF, je suis parti 1 an en Angleterre, dans une école de langue. Je voulais apprendre l'anglais. J'ai jamais été très bon en langue. Donc je m'étais dit, bon, allez, partons une année. J'ai passé une année formidable. T'as beaucoup fait la fête, c'est pour ça. Ouais, c'était à Brighton, dans le sud de l'Angleterre, une petite ville très festive, vraiment super sympa. Et dans cette école de langue-là, j'avais que des cours d'anglais. Pour le coup, je faisais plus de compta ni rien. C'était vraiment une année pour apprendre l'anglais. Bon, il s'avère que dans cette école-là, il y avait beaucoup de Français, dont des gens très sympas, de tous horizons, avec lesquels j'ai beaucoup sympathisé, et puis beaucoup d'internationaux, mais non anglophones. Je me suis fait des potes espagnols, sud-américains, coréens, mais du coup, si bien que, certes, j'ai amélioré mon anglais, mais je suis pas revenu bilingue. Pour autant, j'en ai quand même profité pour passer le DSCG, hein, même si ça s'appelait autrement à l'époque. En fait, pendant 3 mois, j'ai bachoté pour passer une des 2 UV. En fait, c'est comme aujourd'hui. Hein. Il fallait avoir 2 UV dont tu n'avais pas l'équivalence quand tu faisais le C'était droit MSTCF. et compta aussi? Exactement. Donc pendant cette année-là, j'ai validé la première UV compta. Et puis quand je suis revenu, je suis rentré, j'ai fait un master, parce que là on était devenu, dans l'époque master, moi je suis en fait à une époque un peu de transition. Pareil pour le DEC, tout à l'heure on en reparlera. Mais du coup, j'ai intégré un master de droit fiscal. Et pendant ce master, j'ai validé ma 2e UV. Et si bien que pendant le master de droit fiscal, j'avais validé l'équivalent de mon DSCG. Oui, parce que du coup, on te demandait quand même d'avoir un master. Le fait que tu passes les deux UE, si tu n'avais pas de master, comme tu étais au moment où ça a changé, tu n'aurais pas pu t'inscrire au stage? À ce moment-là, si, j'aurais pu avoir juste, entre guillemets, ma MSTCF et puis valider le DSCG. Ça posait pas de problème. Mais alors pourquoi tu as choisi de faire un master en droit fiscal? Alors il y a quand même un lien avec l'expertise comptable, mais est-ce que c'était la fiscalité, toi, qui t'intéressait? Ou tu pensais qu'un expert comptable, ça se résumait à de la fiscalité? Avant de revenir d'Angleterre, moi j'avais regardé un petit peu, j'ai passé différents entretiens, master CC à Clermont-Ferrand, à Grenoble, master en audit interne à Aix-en-Provence, et puis une master de droit fiscal de Dijon. Alors, j'ai été pris dans 3 de ces 4 diplômes pour lesquels j'avais candidaté, et j'ai choisi Dijon parce que le master de droit fiscal était bien coté,
était réputé pour être de haut niveau, et puis dans une ville que je connais et que j'aime bien. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, la fiscalité, c'est une matière qui m'intéresse, donc allons-y. À l'époque, je ne savais pas que je voulais devenir commissaire aux comptes, davantage qu'expert comptable. Mais je me suis dit que pour un expert comptable, c'était très bien d'avoir de solides bases en fiscalité. Et justement, quelle était l'image que tu te faisais de l'expert comptable à l'époque? Parce que tu te dis, je veux être expert comptable, mais pour toi, qu'est-ce que c'était être expert comptable? Et ça, c'est une bonne question. Parce qu'il y avait, en fait, il y a un truc qui m'avait troublé quand j'étais en stage en MSTCF, donc dans ce fameux cabinet dijonnais, une centaine de personnes avec 5 associés. Alors, c'était un peu l'expert comptable, comment dirais-je, de papa. C'est-à-dire qu'on arrivait, c'était des grands bureaux, donc les collaborateurs étaient un peu entassés les uns sur les autres dans des petits bureaux, et les associés, qui roulaient tous en voiture allemande, avaient tous un grand bureau chacun, souvent vide, avec des statues, des moulures et des tapis. Donc, ils faisaient un peu notable. Moi, ce n'était pas l'image que je me faisais de l'expert comptable que je voulais devenir. Moi, j'avais envie d'être au contact du client, j'avais envie certes de bien gagner ma vie, faut être honnête, mais voilà, j'avais pas forcément envie de renvoyer cette image-là en tout cas. Donc pour moi, l'expert comptable, c'était d'abord le professionnel au service de son client, puis après le décorum qui allait avec, c'était pas pour moi. C'est ce que je trouve bien avec le métier d'expert comptable, de commissaire aux comptes, c'est qu'en fait, moi ce que j'aime bien dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment un métier, parce qu'en fait, chaque personne fait des choses complètement différentes. On prend 2 experts comptables, ils vont pas du tout faire la même chose. Il y en a certains qui sont aussi profs, il y en a vraiment qui sont concentrés sur leurs clients, il y en a qui font que du conseil, il y en a qui font que du management, en fait, il y en a pour tous les goûts. Et tu peux avoir un grand cabinet, un petit cabinet, tu peux avoir des statuts dans ton bureau, comme tu peux être chez toi en télétravail et être tout seul. Donc c'est ce qui est génial, je pense, c'est que tout le monde peut trouver un peu sa manière d'exercer. Mais c'est vrai, et c'est tout l'intérêt de tes podcasts, effectivement, de montrer le parcours de chacun avec des modalités d'exercice très différentes. Là, évidemment, c'est un podcast, donc vous ne voyez pas, vous qui nous écoutez, mais on est dans mes bureaux à Paris qui sont sympas, mais qui sont en chantier, donc là, ça ressemble à rien. On a trouvé un petit coin pour enregistrer ce podcast, mais ça serait rigolo de pouvoir le montrer. Il n'y a pas de statut, mais il y a des tableaux quand même. C'est vrai, mais dans tous les bureaux. Donc, tu passes, on va dire, ton DSCG. À l'époque, est-ce que tu commences le stage directement? Comment ça se passe justement? Peut-être que c'était différent pour obtenir le DEC? Alors non, c'était pas différent, c'est-à-dire que c'était un stage aussi de 3 ans avec un mémoire à la fin. Mais moi, quand j'ai terminé mes études, donc à l'issue du master de droit fiscal, bon, pour être honnête, j'avais pas envie de bosser. Ça faisait 6 ans que j'étais étudiant, j'en avais profité, c'était la belle vie, j'avais un nombre de potes, c'est incroyable. Enfin, j'ai tellement aimé cette époque de ma vie que j'avais quand même du mal à me projeter dans la vie professionnelle qui s'annonçait. Donc comment j'ai fait? J'ai mis une annonce en ligne sur le site des experts comptables. Donc aujourd'hui, c'est Hub Emploi, ça s'appelait autrement avant. Et puis j'ai un peu attendu. Et là, un jour, je reçois un appel, donc je décroche pas, je ne sais pas ce que je faisais, mais on me laisse un message de 5 minutes que j'écoute. Donc c'est un expert comptable qui me laisse un message. On a vu votre profil sur le site des experts comptables. Vous avez un CV intéressant, vous avez le master droit fiscal, etc. On a un cabinet, on recherche un jeune auditeur junior, etc. Et au bout de 5 minutes, il me dit « Ah, et au fait, on est basé aux Antilles. » Il me dit voilà, on est en Martinique, est-ce que ça peut vous intéresser? Bon, je réfléchis, je le rappelle, je lui dis écoutez, laissez-moi 24 heures de réflexion. Donc j'en discute autour de moi, mes proches, mes amis, ma famille. Puis je le rappelle, puis je lui dis, après tout, banco, rencontrons-nous. Donc c'est un réseau qui s'appelle le réseau Exco et qui a des bureaux à Paris. Donc je viens à Paris, avenue de la Grande Armée, je le rencontre et donc il me fait la description du job et je lui dis, ok, d'accord, on se met d'accord. Et ça c'est au mois d'avril-mai et puis je commençais en septembre. Est-ce que tu sais ce que c'est à l'époque l'audit? Est-ce que tu fais la différence avec l'expertise comptable? Parce que vu que tu voulais être expert comptable, est-ce que tu te dis pas si je fais de l'audit, c'est pas du tout ce que je veux faire? Comment tu... L'audit, ça m'intéressait. Alors, j'en avais pas fait en tant que stagiaire, mais j'avais des cours d'audit qui étaient donnés par un prof que j'adorais, enfin vraiment qui m'avait donné envie, qui était un intervenant extérieur, qui était associé chez Price à Dijon et qui venait nous donner des cours toutes les semaines. Et c'est un gars que j'aimais beaucoup. Et puis, dans la manière de nous expliquer son métier, ça m'avait donné envie. Donc, je m'étais dit, ouais, l'audit, c'est un truc, je connais pas, mais ça me branche, j'ai envie d'essayer. Donc à ce moment-là, quand donc tu dis oui au cabinet, est-ce que tu t'inscris au stage ou pas du tout, t'attends? Alors quand j'arrive là-bas, oui, je m'inscris au stage tout de suite. Parce que moi, mon objectif, ça a toujours été de devenir expert comptable. Donc j'ai été expert comptable stagiaire tout de suite.
dès ma première année de boulot, hein, j'étais stagiaire directement. Et donc tu commences en audit, tu n'en as jamais fait. Comment tu vis justement ces premiers instants? Est-ce que tu as peut-être des petites anecdotes à nous raconter? Ah bah, j'ai adoré ce boulot, tout de suite. En fait, ça m'a beaucoup plu. Quand j'étais en Martinique, parce que c'est là-bas où j'ai atterri, hein, du coup, il y avait une clientèle qui était assez sympa, parce que c'était une clientèle plutôt de PME, hein, de PME locales. Et du coup, je suis intervenu dans des dossiers, des domaines d'activité très sympas. Par exemple, sur une plantation de rhum. Il y a des plantations de rhum là-bas, donc on allait T'as fait vraiment. une petite dégustation Alors, pas forcément quand on bossait la journée, ça a pu arriver le soir. Mais c'était assez rigolo de faire son audit au milieu des tonneaux, au milieu de la plantation. Et c'était assez sympa. Après, j'étais aussi amené à me déplacer pour aller à Cayenne, pour auditer des sociétés, aussi en Guadeloupe. Sur ce premier job en Martinique, c'est sûr que j'ai eu des anecdotes. Alors, ce qui est vrai, parce que compte tenu de l'environnement local, hein, qui était très sympa et que, voilà, dont je vais te dire un petit mot, et puis aussi parce que c'est lié à la nature même de l'activité d'auditeur junior. En réalité, c'était vraiment sympa parce que, alors, quand on commence en audit, souvent on fait un truc qu'on appelle le contrôle des inventaires physiques. Alors ça, c'est assez rigolo parce qu'on se retrouve des fois dans des situations marrantes et qu'on n'a pas du tout imaginé une seule seconde quand on était étudiant, hein. Moi, je me suis retrouvé, par exemple, dans une raffinerie de pétrole à Fort-de-France, à devoir me former pendant 4 heures avec des gars qui bossaient dans la raffinerie pour pouvoir accéder à une cuve de pétrole, monter tout en haut sur une petite échelle pour arriver à 6 heures du mat avec une corde et mesurer le niveau de pétrole dans la cuve. Enfin, il y a plein. Je me suis retrouvé aussi à compter des dizaines ou des centaines de homards surgelés qui étaient après vendus aux touristes comme une production locale. Mais, mais c'est des expériences marrantes et marquantes. Et puis aussi, dans cet environnement qui était l'environnement de la Martinique, on se retrouve à faire des jobs qui sont sympas parce que je me suis retrouvé au milieu d'une plantation de rhum à auditer la production de bouteilles de rhum en l'occurrence. Je me suis retrouvé à partir à Cayenne pour aller faire des audits. Je me suis retrouvé en Guadeloupe. Enfin, je me suis retrouvé aussi à faire des missions pour les équipes d'EY qui étaient détachées, mais je participais avec eux à l'audit de Total. J'ai fait plein de missions et vraiment, ça m'a beaucoup plu, cette première expérience en audit. Je me suis dit que je voulais faire ça dans la vie. L'audit, c'était mon truc. Mais après, bon, je suis revenu parce que la vie locale, ça l'était moins à titre perso. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que la France métropolitaine, ça te manquait pas? En l'occurrence, si, ça m'a beaucoup manqué parce que j'arrivais d'un environnement où j'avais beaucoup d'amis, j'avais une famille qui était proche et là, je me suis retrouvé tout seul. En plus, quand tu commences la première année, tu n'as pas forcément beaucoup de moyens, donc j'ai pas pu rentrer chez moi pour Noël. Enfin, ça n'avait pas forcément été marrant sur cet aspect-là. Et du coup, j'ai fait une année. J'y partais au départ pour 3 ans en me disant je vais faire mon stage là-bas. Et puis, non, je suis revenu l'été suivant et après, j'ai intégré un cabinet à Paris. Donc, tu as changé de cabinet? Exactement. Donc j'ai quitté le réseau Exco où, encore une fois, professionnellement, j'étais vraiment très très bien. Et je suis rentré et j'ai intégré Deloitte. D'accord, donc là, c'était un choix. Tu savais à l'époque dans quoi tu t'engageais, que c'était un big ou c'était un hasard Le truc, c'est que quand tu connais pas le marché local, en l'occurrence parisien, j'avais aucune idée de ce qui se pratiquait à Paris. Donc j'ai envoyé des CV un peu au hasard, mais surtout au big, parce que c'est les seuls que je connaissais vraiment. Ok, et donc, pourtant, c'est que Deloitte qui t'a répondu ou t'as posé... Alors non, il y a KPMG qui m'a répondu, mais pour me proposer un job d'auditeur en Guadeloupe. Donc j'ai dit non, moi ce que je veux, c'est revenir en métropole. Et non, il y a Grande Thornton aussi, il y en a d'autres qui m'ont répondu. Et Deloitte, ils m'ont recruté, alors eux, dans la section d'audit fiscal, compte tenu de mon diplôme en droit fiscal. Ah, je ne savais pas que ça existait. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ce que c'est exactement? C'était une équipe d'une dizaine de personnes donc, qui était au siège de Deloitte, à l'époque à Neuilly, qui était dédiée à cette composante fiscale des missions d'audit. C'est-à-dire que les auditeurs sur le terrain, notamment dans les grands comptes, type SFR ou que sais-je, adressaient leurs questions techniques à ce service dédié qui était composé pour une grosse moitié d'avocats fiscalistes et pour une autre moitié d'experts comptables ou experts comptables stagiaires. Et donc là, tu es chez Deloitte, tu restes jusqu'à la fin de ton stage? Oh non, j'y suis resté 4 mois. En fait, si tu me passes l'expression, je me suis fait chier comme un rat mort. Et en plus, j'étais pas très bon parce qu'en vrai, je me suis retrouvé enfermé dans un bureau à répondre à des questions excessivement techniques.
Mais c'était pas mon truc. Moi, mon truc, c'est d'aller Auquel au tu n'avais contact. pas la réponse toi-même. J'avais pas la réponse moi-même. Il fallait bachoter. Enfin, c'était des horaires importants, mais c'était pas ça mon problème. Mon problème, c'est que moi, j'aime le contact aussi bien de l'équipe, hein, quand on est en audit, que surtout celui du client. Et là, être sur le terrain, ça m'amuse. Être enfermé toute la journée dans un bureau pour répondre à des questions techniques, beaucoup moins. Donc tu restes 4 mois seulement. Est-ce que tu restes chez Deloitte quand même, dans un autre service? Non, non, non. Là, pour le coup, je me suis interrogé. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'étais pas très bien. Puis j'ai une amie qui fait le même métier que moi qui me dit, bah, pourquoi tu changes pas? Donc je décide un dimanche d'envoyer au hasard 4 CV. Je réponds à des annonces. Et là, le lundi, les 4 m'avaient répondu. C'est en 2007, hein, c'était il y a 15 ans. La pénurie d'auditeurs, c'est la même qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que les 4 me répondent le lendemain. Et le jeudi, j'avais un nouveau job dans un cabinet d'une centaine de personnes à Paris, en audit, où je rejoignais mes premières amours, c'est-à-dire l'audit financier sur le terrain, au contact du client. Et à ce moment-là, tu es toujours auditeur junior? J'étais confirmé, c'est-à-dire, Et- voilà, 2 Ouais, années est-ce que tu d'expérience. peux expliquer peut-être c'est quoi la différence pour toi entre un auditeur junior et par exemple confirmé ou senior? Est-ce que c'est simplement les années d'expérience au niveau des missions? Peut-être que c'est assez différent. Alors, la mission n'est pas différente. Le sujet, c'est plus l'expérience que tu as qui fait que tu vas auditer des cycles un peu plus techniques, hein. C'est-à-dire que quand tu commences, tu vas commencer par regarder la trésorerie, les immobilisations. Puis quand tu progresses, tu vas vite passer au client, au fournisseur, et puis après au stock, qui se veut un peu plus technique. Et puis tu vas progresser comme ça. Donc ça, c'est quand tu deviens confirmé. Donc tu vas passer sur des choses un petit peu plus intéressantes. Et après, quand tu deviens senior, tu continues, mais tu as une vision un peu plus globale du dossier parce que tu es censé maîtriser voilà, tout ce qui peut se passer sur une mission d'audit. Et puis tu vas superviser surtout. Tu vas commencer à superviser les stagiaires puis les juniors. Et est-ce que à ce moment-là, tu te dis vraiment je veux être commissaire aux comptes ou tu te dis je veux être expert comptable toujours? Bah, pour moi, c'est un même diplôme, mais après, c'est sûr que le métier d'auditeur me plaît beaucoup et j'ai envie de continuer dans cette voie à ce moment-là. Et tu restes jusqu'à la fin de ton stage? Oui, alors là, je reste jusqu'à la fin de mon stage dans un cabinet donc, qui s'appelait Tullet, hein, qui a depuis été absorbé par Grant Thornton, mais un joli cabinet qui était spécialisé dans le domaine un peu social, c'est-à-dire mutuelle, institution de prévoyance, caisse de retraite complémentaire, Des très grosses boîtes. des très grosses boîtes, et puis aussi des sociétés commerciales, alors là, des sociétés plutôt PME de taille intermédiaire. Et pareil, est-ce que tu as peut-être des anecdotes à raconter ou des secteurs d'activité, des choses qui t'ont un peu surpris ou... Bah, alors là, pour le coup, c'était c'était un joli cabinet dans lequel je me suis vraiment investi corps et âme pendant 3 ans. Alors, je faisais, c'est une ancienne époque, hein, mais j'ai fait des très grosses journées. Et pour le coup, ce qui m'a marqué, c'est moins une expérience avec un client, hein. J'avais des clients que j'aimais bien, d'autres un peu moins. Enfin, c'est toujours comme ça. Là, je trouve que c'est un cabinet qui exagérait un petit peu sur ce qu'il attendait de ses collaborateurs. C'est-à-dire qu'on travaillait énormément avec assez peu de reconnaissance, notamment financière, à la fin. C'est-à-dire que j'ai beaucoup bossé. On était très contents de moi. On me disait, oui, tu vas passer sur le niveau supérieur, mais tu comprends. Ok, on sait que tu étais au bureau les dimanches, que tu t'es beaucoup investi, que tu as fini tard, mais on ne peut pas te donner de prime parce que sinon, il faudrait qu'on en donne à tout le monde. Et en fait, ça a été assez pesant. Et, alors, j'ai appris beaucoup, hein. Pour le coup, je regrette pas cette expérience passée, mais ça, c'est une mentalité que je trouve vraiment pas normale dans ce métier. Oui, que tu reproduis pas aujourd'hui. Absolument pas. Je trouve que en fait, c'est même, c'est pas normal parce qu'ils dégoûtent les jeunes de cette profession en les faisant bosser corps et âme, sans les récompenser de quelque forme que ce soit à la fin. Et il y en a beaucoup qu'on perd dans ce métier avec des comportements pareils. C'est vrai des fois, souvent pour les plus gros cabinets. C'est-à-dire que, ok, vous allez vous faire un CV, ça va être sympa. Vous allez après pouvoir vous vendre en entreprise. C'est un apprentissage. Alors oui, c'est un apprentissage. Certes, c'est comme un doctorat. On emmagasine, on apprend, on devient bon. Mais à quel prix? Et puis surtout sans reconnaissance. Enfin, je trouve que c'est plus quelque chose qu'on peut entendre aujourd'hui, ça. Puis est-ce qu'on a besoin de travailler nuit et jour pour être vraiment compétent et pouvoir se vendre ailleurs? C'est pas... Non. Le temps de travail n'est pas forcément corrélé. On est d'accord. C'est pas parce qu'on va surcharger quelqu'un qu'il va devenir nécessairement meilleur, parce qu'au contraire, il prendra pas de recul sur ce qu'il fait. Et puis, il va se perdre dans cette masse de travail. Mais c'est toujours pareil. Plus on dit oui, plus on en fait, plus on va nous en demander. Et c'est un cercle, là, pour le coup, vicieux. Et là, donc, tu valides ton stage, donc tu dois passer les épreuves. Est-ce que tu les passes directement?
Alors non, j'ai eu un petit intermède avant, c'est-à-dire que juste avant de terminer mon stage, bon, je m'étais déjà posé la question dans un environnement pareil de savoir si je restais ou pas. J'aimais bien mon métier, mais je me suis dit que dans ces conditions, c'était pas possible. Et puis il s'avère que un copain, donc à Dijon, dont dont je parlais tout à l'heure, était dans un cabinet d'expertise comptable et il me savait fan de cinéma. Et il me dit, on a un client qui est le Festival de Cannes, qui recherche un directeur financier. Un beau client. Un client sympa. Petite parenthèse, c'est toujours un client. J'étais au Festival de Cannes grâce à lui la semaine dernière, j'ai monté les marches, c'était génial. Ça, je t'en parlerai après. mais toujours est-il que ce client-là cherchait un directeur financier. Et puis, du coup, il me dit, voilà, on va passer ton CV. Parce que le cabinet était expert comptable, parce que le commissaire aux comptes était aussi un ami. Donc, je me retrouve devant le délégué général du Festival de Cannes à me présenter. Donc il m'écoute gentiment, mais rapidement, il me dit oui, moi l'image des commissariats aux comptes, Enron à l'époque, il ne connaissait pas le métier, mais il en avait une image négative. Est-ce que c'était au moment de la crise financière C'était en 2008, mais lui il se souvenait d'Enron en 2002, voilà, un peu des côtés un peu négatifs, voilà, il avait une image qui n'était pas la bonne image du métier, et toujours est-il qu'il m'a écouté par politesse, parce que j'étais envoyé par son expert comptable et son CAC, mais il savait déjà avant que j'arrive qu'il ne me retiendrait pas. Bon, peu importe, ça a été l'occasion pour moi de rencontrer celui qui allait devenir mon dernier maître de stage et qui est aujourd'hui mon associé et qui m'a fait cette proposition-là. Il me dit, voilà, je suis en train d'acheter une société de commissariat aux comptes, une petite société, 250 000 euros de chiffre d'affaires, mais il me faut quelqu'un pour s'en occuper. Alors sur le coup, moi je lui dis non parce qu'on est en décembre, je me dis que ça ne se fait pas de planter mon cabinet avant la saison. Trop bon, trop con, sans doute. Mais toujours est-il que je lui dis non. Et puis, dans mon cabinet où j'étais, il continue un petit peu d'abuser, à tirer un peu sur la corde. Et en avril, je leur dis, bon, allez, ça suffit, je m'en vais. Et donc, je reviens voir mon futur associé et je lui dis, ok, allons-y. Et donc, j'intègre ce cabinet à la rentrée de septembre. J'en profite pour finaliser tous mes rapports semestriels qu'on devait faire dans le cadre du stage. Parce que dans le cabinet d'avant, quand j'allais au bureau le dimanche pour les faire, j'avais toujours un associé qui me tombait dessus pour revoir ses dossiers. Donc, c'était un peu compliqué. Là, j'ai un peu plus de temps. Je suis dans un environnement normal et pas malsain. Et je termine mes rapports semestriels, je finalise mon stage et j'écris mon mémoire et que je passe quelques mois plus tard. Et tu faisais ton mémoire sur quoi? Sur l'audit? Alors oui, à la fois un sujet audit et fiscalité. Donc en fait, c'était un peu, pour faire court, sur la fiscalité des mutuelles et des institutions de prévoyance et la démarche de l'auditeur dans ce cadre-là. Et donc tu passes ton DEC, tu l'obtiens du premier coup? Oui, en fait, c'était la nouvelle mouture du DEC. Donc, c'était juste après qu'ils aient supprimé le grand oral et puis qu'on arrive avec cette nouvelle formule, épreuve de déontologie, épreuve de révision et soutenance du mémoire. Est-ce que tu peux expliquer comment c'était avant? Parce que je ne savais pas que ça avait changé. Et il y avait une seule épreuve avant? Avant, non, il y avait déjà... mais du coup, je ne l'ai pas passé. Mais en fait, il n'y avait pas l'épreuve de déontologie. Il y avait aussi la soutenance du mémoire et l'épreuve de révision, mais il y avait aussi une épreuve à l'oral, en fait un grand oral, si tu veux. Il n'y avait pas de mémoire alors? Si, il y avait un mémoire. Ce qu'il n'y avait pas, c'était l'épreuve de déontologie. Ok, donc c'était un peu différent. Tu l'obtiens et donc ensuite, c'est une évidence pour toi de t'associer Oui, alors après, la vie est faite d'opportunités. Donc le truc, c'est qu'à l'époque, j'étais donc... dans mon cabinet où je suis toujours aujourd'hui. Et donc j'avais repris cette activité que je supervisais donc d'une vingtaine de mandats, 250 000 euros de chiffre d'affaires. Après, l'associé avait repris un deuxième cabinet à peu près de la même taille. J'avais commencé à recruter un collaborateur et puis deux, donc je supervisais un petit peu l'ensemble. Et on a une formule un petit peu atypique là dans notre cabinet, c'est-à-dire que quand tu as ton diplôme d'expertise comptable, on propose une formule qui est celle de la fin du salariat, c'est-à-dire qu'on propose un contrat en BNC, un peu comme le font les avocats en fait, ce qui permet aux collaborateurs qui le souhaitent, évidemment, chacun fait comme il veut, une fois diplômé, de s'inscrire à l'ordre et ne plus être salarié, mais être vraiment indépendant. Et donc l'avantage, c'est que il y a un avantage financier parce qu'il y a un petit peu moins de charges. Et puis ça permet aussi au collaborateur d'avoir sa propre clientèle s'il le souhaite. Il peut la développer tout en utilisant les outils du cabinet, indépendamment de la clientèle du cabinet. Donc je fais ça pendant 1 an. Et alors là, il se trouve que en fait, les cabinets qui avaient racheté l'associé qui avait investi, il l'avait fait à 2 avec un de ses amis qui lui à ce moment-là se désengage pour partir. Il partait à Lille et du coup il revendait ses parts. Donc la moitié du capital, j'en ai racheté 25% à titre perso et puis 25% à l'associé qui était déjà là avant, si bien que je me suis retrouvé associé finalement 1 année après avoir eu le DEC.
Et pour toi, c'était une évidence le fait d'être indépendant? Disons que c'était un peu, c'est toujours un peu aussi des concours de circonstances. Enfin, si j'avais été dans un cabinet plus gros et qu'on m'avait proposé une association, j'aurais réfléchi évidemment. Mais là, ça se passait bien. Je pilotais mes dossiers en tant qu'indépendant, effectivement. Et du coup, c'est une situation qui m'allait très bien. Donc oui, c'était une évidence sur l'instant. Ouais. Donc, tu te retrouves avec un ou deux collaborateurs. Rapidement, ça grossit ou comment ça se passe? En fait, ça grossit, oui, au fur et à mesure des années, parce que j'ai commencé tout seul, puis j'ai eu un collaborateur, puis deux, aujourd'hui ils sont 8. Donc ça s'est fait assez naturellement au fur et à mesure des années. Donc il y a eu 2 rachats de cabinets au départ, hein, et puis après c'est de la croissance externe ou des clients qu'on a trouvés par différents moyens, et qui fait qu'aujourd'hui on a un chiffre d'affaires qui est 4 fois plus gros que quand j'ai débuté à l'époque. Ouais. Et justement, en termes de clients, tu disais tout à l'heure que tu étais dans un cabinet à un moment qui était plus spécialisé dans les mutuelles, etc. Là, aujourd'hui, est-ce que tu as des secteurs d'activité où tu as plus de clients? Est-ce que c'est très varié? Oui, et c'est ce qui fait aussi la richesse de mon métier, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout sectorisé. Enfin, j'ai des clients plutôt sociétés commerciales, hein, de petite taille jusqu'à des sociétés qui font 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais dans des domaines vraiment variés, enfin, dans l'édition, dans la joaillerie, la maroquinerie, l'industrie, les services, les startups. C'est vraiment hyper varié, puis beaucoup aussi dans le domaine associatif, qui est un marché assez important pour les commissaires aux comptes. Ce qui fait tout l'intérêt du job, c'est qu'on passe d'un client à l'autre, mais dans des domaines et des problématiques vraiment très différentes. Est-ce que tu as des anecdotes avec tes clients actuels que tu pourrais nous raconter? Ah oui, je peux t'en raconter, mais tu vois, il y a des anecdotes, il y a des trucs, tu te dis, c'est ouf. Parce que tu arrives dans dans des conseils d'administration, il m'est arrivé de me retrouver en face de grands patrons, Antoine Gallimard, Martin Bouygues. Enfin, tu te dis, mais à 35 ans, le petit gars qui arrive du Jura, tu te dis, mais tu te retrouves et tu discutes avec des personnes pareilles. Tu te dis, ah ouais, quand même, c'est sympa. Mais bon, ça, c'est anecdotique, c'est plus pour l'ego. Mais après, il y a des anecdotes qui sont je dirais pas marrante pour le coup, parce que tu vois, quand tu es confronté à la fraude, par exemple, moi, j'ai un bijoutier, il y a une année, vraiment un bijoutier d'une certaine taille, où je me rends compte d'une fraude. En fait, une salariée qui, pendant des semaines, est partie en cachant des bijoux dans sa poche, sans que personne s'en aperçoive, et puis à la fin, pour plus d'1 million d'euros, et toi, tu le découvres au moment de l'audit, le truc finit dans la presse. Enfin, c'est comment ouf. tu t'en aperçois de ça? C'est quand tu audites les stocks? Ouais, non, c'était un peu plus sophistiqué. C'était des écritures en rapprochement bancaire dans un. Enfin, c'était. On va pas C'était expliquer assez comment malin. faut faire, Voilà. on va pas donner d'idées, mais Exactement. Mais après, tu as d'autres anecdotes qui sont assez folles parce que, tu vois, là, j'ai une anecdote. C'était la patronne d'un groupe. Je te donne pas trop de détails, non, non. mais qui, en fait, avait une société perso dont on était les CAC, hein, l'audit de sa boîte. Et là, tu te retrouves, tu as une facture d'un peu plus de 100 000 euros qui, en fait, correspond à une prestation qui est facturée par un hôtel, alors d'un pays du Sud-Est, où apparemment, elle a passé quelques jours au moment des fêtes de fin d'année. Bon, tu te dis, ok, soit, mais est-ce que c'est vraiment déductible? Est-ce que c'est vraiment engagé dans l'intérêt de la société? Donc, tu en discutes avec son assistante qui te dit, mais si elle a même été interviewée par une influenceuse ou une youtubeuse, je sais plus, qui a fait toujours est-il qu'il y a eu un article dans un grand magazine américain. Bon, je lui dis, qu'à cela ne tienne, envoyez-moi l'article. Et dans l'article, il t'explique que, compte tenu de son activité chargée à Paris, elle a besoin de se détendre, donc elle part en famille, et puis c'est l'occasion pour elle d'être dans un hôtel sympathique où elle peut rencontrer Beyoncé et Jay-Z. Tu dis, bon, qu'est-ce que tu fais? Donc tu échanges avec ta cliente, tu essaies de faire régulariser les choses, t'en tires les conséquences, donc tu fais tout ce qu'il faut et tu régularises avec elle la situation au mieux possible et tu fais ton job. Mais c'est une société qui aujourd'hui, tu vois, n'aurait plus besoin de commissaire aux comptes depuis Pacte. Donc aujourd'hui, alors évidemment, c'est pas ton rôle de CAC d'aller faire ce genre d'investigation, c'est celui de l'inspection, des impôts. Mais la probabilité qu'une société ne soit pas contrôlée par par les impôts est quand même importante. Et aujourd'hui, c'est des dossiers qui échappent au contrôle d'un commissaire aux comptes. Alors c'est peut-être anecdotique, mais tu dis que c'est quand même un peu dommage qu'il n'y ait pas ce contrôle qui soit fait. Et justement, est-ce que c'était déjà arrivé de refuser de certifier des comptes? Je crois que c'est quand même à la marge. Si tu veux, quand tu refuses de certifier des comptes ou quand tu mets une réserve, hein, parce que tu n'es pas d'accord avec les comptes qu'on te présente, c'est un échec. Ça veut dire que tu n'as pas réussi à t'entendre avec le dirigeant pour lui faire corriger ses comptes. Alors oui, ça m'est arrivé. Effectivement, c'est l'exception. Hein. Statistiquement, c'est 2% des cas, les réserves. Les refus, c'est encore plus rare.
Mais ça peut arriver. Et ça m'est arrivé, alors des fois c'est un peu anecdotique, c'est parce que tu t'entends pas sur une dépréciation qu'il faudrait passer sur un stock, et puis bon, ton tact, tu l'écris dans ton rapport, ça prête pas à conséquence. Mais des fois, quand c'est vraiment des comptes qui sont totalement faux et que c'est fait à dessein, donc là après, bah voilà, t'en tires les conséquences, t'écris au procureur, tu te retrouves, moi j'ai des anecdotes où je me retrouve à être interviewé par les officiers de la police judiciaire, c'est rigolo parce que c'est d'abord des flics, hein. Donc il faut, t'as un coupable, un suspect, un témoin. Donc toi, tu interviens en tant que voilà, témoin, entre guillemets, hein, parce que c'est toi qui a fait le courrier au départ et qui a levé l'affaire. Mais c'est toujours quand même des moments d'angoisse dont tu te souviens longtemps après, quoi. Et tu en parlais tout à l'heure du fait que tu venais du Jura et que tu arrivais à approcher des grands dirigeants. Donc l'ascension sociale, c'est quelque chose qui te parle. Toi, tu as grandi plutôt dans un milieu, comment tu le qualifierais? Ah bah ouais, un milieu modeste, hein, on peut le dire. Maintenant, enfin si tu veux, moi j'ai des petits frères qui font un métier qui n'est pas du tout le mien. Enfin, il y en a un qui bosse dans les espaces verts de sa commune à Valence, il y en a un autre qui est à l'accueil de nuit dans un hôtel, et puis le dernier il est comptable. Donc il y en a quand même un autre qui a réussi. Mais non, mais sans blaguer, c'est vrai que c'est un truc incroyable dans ce métier. C'est la possibilité de bénéficier d'un ascenseur social et qui est une réalité dans ce métier d'expert comptable. Parce qu'aujourd'hui, c'est un métier qui est ouvert à tous. On peut faire des études gratuites, entre guillemets, hein, parce qu'il faut bien se loger et se nourrir, mais on peut les faire sans payer nécessairement 10 000 euros de frais d'inscription pour un diplôme par an, et qui, à la fin, nous permet d'aller jusqu'au DEC, qui nous permet d'exercer un métier libéral, et qui nous permet de le faire de manière assez simple, sans avoir nécessairement un réseau enfin, voilà, qui nous soit donné. Le réseau, on se le crée après quand on est professionnel. Bon, on n'a pas besoin d'avoir des portes qui nous soient ouvertes par d'autres avant de pouvoir l'exercer. Et comment tu t'es créé, toi, justement, ton réseau? Bah, c'est d'abord les copains. Les copains de la fac, les copains qu'on se fait en cabinet, parce que voilà, moi quand j'étais dans mon cabinet où on était 100, en fait, ce qui me faisait tenir, malgré cette charge de travail importante, malgré la pression qui pouvait arriver des managers, c'était les gars qui étaient à mon niveau, c'était devenus mes potes, on bossait dur, mais on sortait et on s'amusait dur, et on se créait un réseau, un premier réseau comme ça. Et puis ensuite, ça s'est fait plus tard via mon syndicat auquel j'appartiens, via la compagnie des commissaires aux comptes à laquelle je suis élu. Voilà, ça se fait au fur et à mesure du temps en réalité. Est-ce qu'à l'époque, toi, tu étais à l'annexe au CJEC? Alors pas du tout. Pas Et du je vais tout. être honnête Tu avec connaissais toi. pas? L'annexe, je connaissais de nom, mais je m'y étais pas intéressé. Et le CJEC, je connaissais le CJCE, enfin la CJCE, qui était la Cour de justice de l'Union européenne, parce que j'avais étudié les arrêts quand j'étais en master de fiscal, mais je connaissais pas du tout le CJEC. J'ai découvert ça sur le tard. Tu parlais de la loi Pacte tout à l'heure, donc qui a rehaussé les seuils. Est-ce que tu peux expliquer déjà ce que c'est la loi Pacte pour ceux qui ne sauraient pas? La loi Pacte, c'est une loi qui un peu fourre-tout, hein. Il y a énormément de choses dans la loi Pacte, mais ce qui intéressait les commissaires aux comptes, c'était surtout le fait, qui les intéressait dans le mauvais sens du terme, hein, que les seuils avaient été rehaussés de manière très significative. C'est-à-dire que pour faire simple, avant, à partir de 2 ou 3 millions d'euros, si c'était en SS ou en SRL, il te fallait un CAC, et pour tout le monde, du jour au lendemain, on a mis le seuil à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc forcément, on enlève 150 000 mandats potentiellement du champ d'investigation des CAC. Enfin, pour le coup, ça a été un traumatisme pour toute la profession. En tout cas, alors peut-être pas les plus gros qui n'étaient pas sur ce marché-là, mais tous les commissaires indépendants, ça a été un vrai séisme et un vrai choc. Un vrai choc psychologique parce qu'on ne savait pas où on allait et quel allait être le choc financier par la suite. Et toi, justement, est-ce que dans ton cabinet, tu as été concerné ou est-ce que tu avais des clients de plus grosse taille, donc ça ne te concernait pas? Si, bien sûr, j'ai été concerné. J'ai fait, si on peut dire, une étude d'impact, hein. J'ai regardé ce que ça pouvait représenter en termes d'honoraires pour notre cabinet. C'était quasiment, c'est plus en nombre, c'est plus de 50% de mes mandats. Et en valeur, c'était très significatif, la perte potentielle. Donc évidemment, comme tout le monde, hein, dans les cabinets de ma taille ou des plus petits cabinets, ça m'a fait peur. Et puis ça me fait toujours peur parce qu'on n'est pas encore au bout de l'échéance de nos mandats qui sont susceptibles de ne pas nous renouveler. Et j'ai perdu quand même un certain nombre de mandats, un peu plus d'1 sur 2. Et je sais que jusqu'à l'échéance des mandats qui étaient concernés, je sais que je vais encore perdre un certain nombre de mandats dans les 3 ou 4 années qui viennent. Et puis au-delà de la perte des mandats, c'est aussi des clients qui n'arrivent plus. Parce que des clients qui auraient franchi les seuils de 2 ou 3 millions d'euros, du jour au lendemain, il va falloir qu'on attende 8 pour qu'ils aient besoin d'un commissaire aux comptes. Donc dans ce sens-là, c'est sûr que
ça a été une source d'inquiétude et ça l'est toujours quand même. Hein. Et est-ce que tu penses que justement ça contribue au manque d'attractivité, que ça peut faire peur potentiellement à ceux qui nous écoutent de se dire je vais être commissaire aux comptes, mais avec la loi Pacte, en fait, je vais pas réussir à avoir de clients. Est-ce que tu le disais tout à l'heure que déjà l'image des commissaires aux comptes n'était pas forcément autant mise en valeur que les experts comptables, et on sait en plus que même les experts comptables n'ont pas une très bonne image. Est-ce que tu penses que ça a justement empiré le phénomène ? Disons que ça ne l'a pas arrangé. Je vais te dire ça au moins, tu vois, 2 exemples. Moi, quand je vais voir les jeunes, et quand j'allais les voir juste après la loi Pacte, en master CCA, hein, pour leur parler de mon métier, ou en DSCG, généralement, je faisais ma petite présentation, et la première question qui m'était posée, « Monsieur, et la loi Pacte alors, quelle incidence ? Est-ce que vous aurez toujours besoin d'auditeurs demain ?» Alors évidemment, ça veut dire quand même quelque chose. Ça veut dire que les jeunes s'interrogent sur cette question de savoir si ça va peser sur l'emploi d'auditeurs demain. Alors voilà, ça fait 3 ans maintenant que cette loi est votée. Aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à recruter les auditeurs dont on aurait besoin au sein de nos cabinets. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un métier qui est là. Il y a toujours un avenir pour les jeunes en audit. Ça, c'est évident. Maintenant, c'est vrai que ça interroge. Et de même, les jeunes inscrits qui ont leur diplôme d'expert comptable, qui s'inscrivent et qui sont d'abord experts comptables, ils se posent aussi la question. Ils se disent, mais à quoi bon s'inscrire en tant que commissaire aux comptes, sachant que comment vais-je faire pour avoir ce fameux premier mandat, sachant qu'il faut une société de plus de 8 millions d'euros ? Alors je leur dis, bah oui, mais les gars, il y a autre chose. Hein. Les associations, c'est à partir de 153 000 euros de ressources publiques. Il y a aussi toutes ces missions nouvelles qui nous ont été confiées par la loi Pacte, pour le coup. Parce que la loi Pacte, ce n'est pas que le rehaussement des seuils, c'est aussi, je vais être technique juste 2 secondes, hein, mais quand vous avez une société sans CAC par action qui émet une augmentation de capital, par exemple avec suppression du droit préférentiel de souscription, elle doit faire appel à un commissaire aux comptes ad hoc. Ça y est, j'en ai fini avec mes termes barbares, mais toujours est-il que c'est des missions qui n'existaient pas et qui se retrouvent de manière régulière et qui nécessite l'intervention d'un commissaire aux comptes pour cette mission ponctuelle, qui fait que les jeunes, aujourd'hui, ont intérêt quand même à s'inscrire à la compagnie. Et du coup, si on explique un peu, parce que j'ai eu beaucoup la question, comment on fait pour être commissaire aux comptes ? En fait, je pense que 99% des gens passent le DEC, et en fait, quand on fait 200 heures d'audit, on a le droit à la fois d'être expert comptable et d'être commissaire aux comptes. Alors moi, j'avais une question là-dessus. Est-ce que pour toi, on peut vraiment être commissaire aux comptes avec 200 heures d'audit ? Parce que moi, je suis en stage et je me dis, mais si je fais 200 heures, je me sentirais pas du tout légitime à m'inscrire en tant que commissaire aux comptes demain. Mais si, inscris-toi Julie, mais bien sûr que tu es légitime. Enfin, d'abord, expert comptable et commissaire aux comptes, c'est la même chose, sauf qu'il y en a un qui produit et l'autre qui contrôle. Enfin, pour faire simple, hein, dans les raccourcis. Alors certes, tu ne maîtrises pas forcément la bonne rédaction de ton rapport, mais pour ça, tu vas te former. Pour ça, il y a la CNCC qui met à disposition un certain nombre d'outils. Enfin, bien sûr, tu as toute ta légitimité à être CAC quand tu es expert comptable. Donc moi, j'encourage vraiment, hein, c'est ce qu'on fait à la SRCC à Paris, hein, et puis au niveau national aussi. Quand on est expert comptable inscrit, il n'y a aucune raison qu'on ne devienne pas CAC aussi, dès lors qu'on a suivi effectivement ces 200 heures pendant son stage. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron, tu vois. Enfin, même si on n'a pas la science infuse, eh ben, évidemment, tu vas avoir un dossier, donc tu vas te poser des questions, tu vas te documenter, tu vas te former, tu vas discuter avec ton réseau, avec tes potes, et tu vas trouver la solution. Donc il faut y aller. Si tu as les capacités d'avoir un diplôme d'expertise comptable, tu as celle d'être commissaire aux comptes, évidemment. Et si on parle plus un peu peut-être de l'intelligence artificielle, parce que je sais qu'il y a beaucoup notamment de mémoires en ce moment, que ce soit en DSCG ou mémoire de DEC sur l'intelligence artificielle et l'audit, donc l'intelligence artificielle qui arrive un peu en audit, est-ce que c'est quelque chose, toi, que tu perçois plus comme une menace, ou est-ce qu'au contraire, c'est peut-être plus un outil pour pouvoir développer justement d'autres missions que de ce dont tu parlais tout à l'heure ? Ah ben non, mais c'est une chance incroyable. C'est absolument pas une menace. En fait, nous, on commence à le mettre en place au cabinet. On utilise Power BI. Tu sais, c'était un nouvel outil de visualisation de la data, d'exploitation de la donnée qui est construit par Microsoft, hein, pas du tout pour les auditeurs ou les experts comptables, mais qui permet de faire plein de choses. Nous, à la SRCC à Paris, on a créé un template Power BI qui en fait permet d'utiliser de manière plus simple. On appelle ça VisNow. En fait, cet outil qui est difficile d'accès, hein, qui est développé par Microsoft, de manière à pouvoir permettre à nos auditeurs d'utiliser les FEC de nos clients pour faire plein de choses. Donc on facilite les contrôles, on facilite la restitution client, on va plus loin dans les contrôles. Enfin, c'est que bénéfique pour nous,
Pourquoi pour nous? Parce que c'est des contrôles qui sont plus sympas à faire. On est plus dans l'analyse que le fait d'aller chercher les vieilles factures aux archives, à la cave, que pour faire des petits tick marks et tout ça, c'est en train d'être dépassé pour se tourner vers ces outils nouveaux et qui sont hyper pertinents pour le client, qui lui va y trouver un avantage aussi, parce que tu vas plus loin dans tes contrôles. Et tu l'évoquais tout à l'heure, tu disais que tu étais membre d'un syndicat. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un syndicat, peut-être donner les noms Sans être partisan? D'accord. Ouais, sans être partisan. Ok, ça marche. Donc il y a deux syndicats principaux au niveau professionnel. Tu as ECF, qui est expert comptable de France, et tu as l'IFEC. Et moi, je fais partie d'ECF, pour le coup, qui se veut être le syndicat des indépendants. Et l'IFEC, alors, on les présente comme le cabinet des plus gros, notamment des bigs, mais pas que. Ils ont aussi des indépendants parmi leurs adhérents. Donc, ces deux syndicats, ils ont pour vocation de représenter les intérêts de leurs membres, finalement comme n'importe quel autre syndicat. Et moi, je suis vice-président du syndicat ECF Paris. Et voilà, qu'est-ce que je fais à ce titre-là? On essaie de défendre les confrères, c'est plus au niveau national. Au niveau de la fédération régionale, on défend aussi les intérêts de nos confrères, on leur propose des formations. C'est aussi de ces syndicats qui sont issus la plupart du temps, les élus, que ce soit du Conseil régional de l'ordre ou de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes. Enfin, on essaie de se mobiliser pour accompagner les confrères sur les mutations nouvelles. On a parlé des nouvelles technos, sur les formations, sur beaucoup de choses. Et puis, on essaie de faire porter une voix devant les pouvoirs publics. Alors là, c'est plus au niveau national, mais l'idée, c'est de faire entendre finalement une position qui est celle des experts comptables de France, indépendants, qui est celle des adhérents de CF. Et est-ce que ça a été une évidence pour toi de devenir membre du syndicat et après peut-être de monter en grade? Comment ça s'est passé? En fait, ça c'est toujours pareil, c'est un concours de circonstances. Il s'avère que quand je suis arrivé dans le cabinet dans lequel je suis aujourd'hui, l'associé de l'époque, qui était mon chef, à l'époque c'était mon patron, il était investi dans ce syndicat-là. Il s'avère qu'après il est devenu président de l'Ordre de Paris. Et puis en fait, c'est lui qui m'a initié à ce syndicat, ce qui n'est pas le cas de mes deux autres associés. Alors eux, pour le coup, c'est pas leur truc. Mais moi, ça m'a plu. Après, voilà, il faut en avoir envie parce que ça te prend du temps. Enfin, tu fais ça de manière bénévole. Tu vas animer des formations. Au début, la première fois que j'ai fait ça, je tremblais d'aller présenter un truc devant 100 personnes. Aujourd'hui, j'y prends du plaisir. Je trouve ça super sympa d'aller présenter une formation, d'aller rencontrer du monde. Donc, il faut que ça plaise. Mais voilà, encore une fois, c'est un concours de circonstances parce qu'avant d'arriver dans ce cabinet-là, j'en avais jamais entendu parler. Donc, c'était dans quel ordre? Tu as d'abord été au syndicat, ce qui t'a ensuite permis d'aller à la compagnie ou... Oui, c'est ça. C'est un peu dans l'ordre des choses. En fait, tu t'impliques dans ton syndicat, dans l'antenne régionale. Donc, tu crées des événements, tu vas voir des gens, tu te fais un réseau parce que finalement, tu es avec d'autres confrères et consoeurs avec lesquels tu sympathises. Et dans ce cadre-là, j'ai fait de plus en plus de choses. Et puis après, tu as une légitimité à être sur une liste. Alors au début, j'étais sur une liste à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes. La première fois, c'était en 2016. Donc j'ai été, le 15e de la liste. J'ai été élu, un petit élu. Et puis après, une fois élu, tu t'impliques ou pas. Mais moi, ça me plaisait. Donc j'ai fait de plus en plus de choses. Alors on m'a proposé de rentrer au bureau. Donc après, tu deviens vice-président délégué. Puis après, il y a une nouvelle élection. Donc là, tu deviens, tu remontes en 3e de la liste. Et puis tu t'investis encore. Mais voilà, c'est du temps qu'il faut vouloir passer pour faire ça. Et puis, il faut surtout y trouver un intérêt pour la profession. C'est évident, parce que tu ne fais pas ça que pour toi. Tu fais ça pour toi parce que tu te fais plaisir et tu vois des confrères avec lesquels tu deviens ami. Mais tu fais ça aussi parce que tu y crois. Et donc aujourd'hui, je crois que tu as un rôle au sein de la compagnie, donc qui est l'équivalent de l'ordre des experts comptables, mais pour les commissaires aux comptes. Est-ce que tu peux expliquer du coup déjà comment on fait pour être à la compagnie? Alors pour être à la compagnie, il y a des élections tous les 4 ans. Donc tu as des listes qui sont présentées, donc en l'occurrence 2, une par le syndicat ECF, l'autre par l'IFEC. Et donc tu as une liste de 22 personnes, donc avec une tête de liste qui, là en l'occurrence à Paris, était Vincent Régnier, c'est mon président à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris. Et puis moi, j'étais sur sa liste avec lui et avec d'autres. Et il y a eu une campagne en 2020. Et donc on a gagné cette élection, et si bien que je suis vice-président à ses côtés aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu fais justement à la compagnie? À la compagnie, je fais pas mal de choses en réalité. Si tu veux, une compagnie régionale, à quoi ça sert? Il y a des fonctions régaliennes, c'est-à-dire qu'il y a des fonctions qui lui sont confiées. Alors sur délégation, on va faire des contrôles qualité des confrères, on va gérer les conflits entre
ce qui porte sur les honoraires. Voilà, c'est assez cantonné, hein. Mais entre un commissaire aux comptes et son client, s'il y a aussi des difficultés entre deux commissaires aux comptes, on va être amené à les arbitrer. Enfin, il y a un certain nombre de fonctions régaliennes comme ça qui sont confiées à la compagnie régionale. Et puis après, la compagnie, c'est aussi du service que tu dois apporter, enfin que tu apportes à tes confrères. Donc ça passe d'abord par la formation, hein. On fait beaucoup de formations à destination des commissaires aux comptes de Paris. Et puis après, on développe aussi des outils. Enfin, on parlait tout à l'heure de Power BI. On a créé, parce qu'on a une commission informatique, on a créé Viznao, qui est donc ce fameux template qui permet d'utiliser de manière assez simple Power BI, qui n'est pas un truc évident comme ça dans l'absolu. On a créé là un outil qui permet de faire un audit fiscal de manière assez simple avec les éditions Francis Lefebvre. On fait pas mal de choses pour essayer d'aider les confrères au mieux qu'on peut. Donc ça prend un peu de temps. Et puis après, moi je m'occupe de la commission communication et attractivité. Et la commission attractivité, sa vocation, c'est évidemment d'essayer d'aller voir les jeunes et de leur donner envie de faire de l'audit. Est-ce qu'il y a un manque d'attractivité, justement Oh que oui. C'est le gros sujet des experts comptables et des commissaires aux comptes. À Paris, mais pas que, hein, dans toute la France, on a un vrai sujet pour arriver à attirer des talents et à donner envie aux jeunes de faire ce métier. Et pour toi, qu'est-ce qui explique justement ce manque d'attractivité ? Il y a plusieurs raisons. En fait, il y a... Déjà, la compta, c'est terrible, hein, mais heureusement que tu es là d'ailleurs, hein, parce que tu participes à faire en sorte que l'attractivité, ça soit quelque chose qui intéresse un peu tout le monde, qui motive, tu essaies de motiver les jeunes à essayer de s'intéresser à cette profession. Mais le problème, il y en a deux ordres. Il y a celui-là, c'est qu'à la base, le comptable, c'est pas un type qu'on imagine comme un mec rigolo. C'est moins sexy que l'avocat, on n'a pas de série sur il n'y a pas de série. comptables. Non, c'est bien terrible, mais c'est vrai. Et après, dans les cabinets, alors, il y a un autre phénomène, c'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, quand je bossais avec les équipes d'EY, les mecs, ils avaient tous fait HEC, l'ESSEC, ils sortaient vraiment des plus grandes écoles de commerce parisiennes. Aujourd'hui, ça n'existe plus du tout. Ces gars-là, ils vont créer des startups, ou pire, s'ils ont mal tourné, ils vont faire du conseil ou ils vont au cabinet d'affaires, mais plus jamais ils vont faire d'audit financier. Donc forcément, les bigs qui les recrutaient, ces gars-là, pour aller auditer les grands comptes, ils ont descendu d'un cran et puis ils vont recruter ce qui était complètement inaccessible de mon temps, hein, c'est-à-dire les masters CCA. Donc ils recrutent les masters CCA, les DSCG, forcément parce qu'ils ont besoin de monde pour faire leur mission. Et du coup, les cabinets intermédiaires comme le mien, on est encore plus en peine de trouver des talents qui, pour beaucoup, partent chez les bigs. À tort, à mon avis, souvent. Oui, parce que souvent, quand on rencontre des gens des jeunes qui veulent faire de l'audit, c'est plutôt vers des bigs qui se tournent parce que justement, ils se disent je vais avoir des gros dossiers avec des problématiques intéressantes. Ouais, mais si tu veux, tu vois, notre commission attractivité, on a organisé un truc le mois dernier. J'ai organisé un événement pour les Masters CCA de Paris. Donc, on a invité tous les Masters CCA de Paris pour faire une grosse soirée sur une péniche en face de Tour Eiffel. Toujours l'événement les était soirées, très sympa. ça dessus. Et qu'est-ce que tu veux, chasser le naturel et rêver un galop. Mais pour le coup, l'idée première, c'était de leur faire passer un message. C'était de leur dire, les gars, vous savez, les bigs, c'est très bien. Vous pouvez y aller, mais il faut savoir en revenir aussi. Et vous n'êtes pas obligé d'y aller non plus. C'est-à-dire qu'on a fait une présentation de 4 experts comptables et commissaires aux comptes, donc là, pour le coup, avec leur casquette CAC, en leur expliquant que c'était 4 associés de cabinet qui avaient réussi leur vie professionnelle, qui étaient clairement épanouis dans leur cabinet. Soit il y en a une qui travaillait à son compte toute seule, d'autres qui étaient associés de cabinet de plus grande taille à Paris. Certains étaient passés par des bigs, d'autres non. Mais l'idée, c'était de leur dire, d'une part, vous n'êtes pas obligé de passer par un big nécessairement une fois que vous avez votre diplôme, mais surtout, si vous allez en big, ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose, rappelez-vous bien que vous pouvez revenir dans un cabinet parisien et que vous n'êtes pas obligé, parisien ou autre, hein, mais que vous n'êtes pas obligé de partir nécessairement en entreprise une fois que vous avez été essoré pendant 3 ans. Et justement, quelle est pour toi la différence alors entre vraiment le commissaire aux comptes et l'auditeur ? Est-ce que c'est juste la signature ou est-ce que tu as des missions peut-être qui sont différentes ? Alors là, pour le coup, tu vois, la question, je la comprends un peu moins parce que un auditeur financier, c'est ça dont on parle, c'est celui qui va pas nécessairement signer les comptes, qui va les regarder. Mais le commissaire aux comptes, il est d'abord auditeur. Donc, il n'y a pas... C'est un vocable. Le commissaire aux comptes, c'est une profession réglementée, celui qui engage sa responsabilité. Mais le CAC et l'auditeur, c'est une seule et la même personne.
Est-ce que c'est pas frustrant pour toi de pas pouvoir faire du conseil auprès de tes clients, ce que fait un expert comptable, parce qu'il y a une incompatibilité. Est-ce que tu t'es pas ressenti des fois frustré dans tes missions à cause de ça? Ah bah si, forcément. Forcément, parce que d'abord, j'ai un ADN d'expert comptable. Donc, mais bon, après, on n'y va pas avec du sparadrap collé sur la bouche, hein, voir nos clients. Évidemment, on les accompagne, on leur fait ce qu'on appelle des recommandations, enfin, on les oriente, et puis ils nous posent des questions, ils nous demandent notre avis, qu'on leur donne. Mais après, c'est sûr qu'on ne va pas, pour eux, mettre en place des stratégies, leur faire des BP ou que sais-je. Mais on est quand même là pour les accompagner. Et tu disais que tu faisais 99% de commissariat aux comptes, alors les 1% qui restent. Bon, les 1% qui restent, c'est des audits d'acquisition, tu vois, que je vais faire pour des clients ponctuels. Et puis des missions d'audit juridique. Et est-ce que tu peux expliquer justement en quoi ça consiste, par exemple, un audit d'acquisition? Oh bah, ça consiste surtout à comprendre ce que fait la société, un peu comme un audit légal. En fait, si tu veux, un audit légal, ça consiste à aller chez son client et tu dépasses la technique comptable, tout ça c'est assez accessoire. Tu discutes avec ton client et tu dois comprendre ce qui s'est passé pendant l'année et vérifier que tout ça soit bien retranscrit dans les comptes. Ce qui fait un peu l'intérêt du job, vraiment, c'est ça, c'est de t'intéresser à ton client. Un audit d'acquisition, basiquement, c'est la même chose. C'est savoir ce que fait l'entreprise, savoir s'il faut corriger les bidas d'événements un peu exceptionnels, et puis après, travailler un peu sur la valorisation en fonction de multiples, en fonction de ce qu'on peut voir de comparable à une société de cette taille-là. Donc, tu fais un peu d'évaluation aussi quand tu interviens. Oui, tout à fait. Après, je fais énormément de missions de commissariat aux apports, à la fusion, commissariat chargé de la vérification de l'actif et du passif, des avantages particuliers. Enfin, il y a plein de noms barbares qui sont en fait des missions qui sont confiées par la loi, que je fais, qui me sont envoyées par des cabinets d'avocats avec lesquels j'ai l'habitude de travailler. Une fois que tu es référencé chez eux et de contact facilement, dès lors que ça se passe bien, un avocat, ce qu'il te demande, c'est de respecter la deadline. Quand tu es capable de la respecter et qu'ils ont confiance en toi, après, ils te sollicitent régulièrement. En commissariat aux apports, justement, est-ce que tu as des exemples? Je sais que des fois, il peut y avoir, je sais pas, des œuvres d'art ou ce genre de choses. Toi, qu'est-ce que tu as évalué, justement? Ça, c'est une bonne question. Bon, souvent, c'est des apports de titres de société. Donc, c'est un truc qui est assez balisé, qu'on connaît. Après, ça m'est arrivé de faire une mission de commissaire aux apports, par exemple, pour un photographe qui devait apporter et ses appareils photo haut de gamme, et puis aussi toute sa collection de fringues qu'il avait acheté et accumulé au fur et à mesure des temps pour faire du shooting. Donc, comment est-ce que tu valorises un costard qui a été acheté il y a 3 ans et qui sert à faire du shooting? Ouais. Mais après, ouais, des fois, tu te retrouves avec des trucs un peu surprenants. Et est-ce que tu as déjà fait des missions Alpes? Oui, mais alors ça sert à rien. Vraiment, tu peux expliquer ce que c'est? Ouais, si tu veux, hein, mais bon. En fait, après la loi Pacte, on s'est dit, quand je dis on, c'est pas moi, hein, c'est à la fois, enfin c'est le régulateur, il s'est dit, bon, on va faire une norme qui serait adaptée aux entités de plus petite taille, c'est-à-dire celles qui n'ont pas l'obligation de nommer un commissaire aux comptes. Donc tu as deux normes, hein, la NEP 911 et la 912 pour parler technique, et la 911 c'est la fameuse norme ALP. Donc elle permet quoi? Elle est censée te faciliter tes diligences d'audit, et contrairement à l'autre norme, tu es dispensé de faire des diligences sur des aspects un peu juridiques, hein, pour faire court, sur ton dossier, mais en échange, tu dois produire un rapport sur les risques. L'avantage du client de cette norme-là, c'est qu'il réduit le mandat du CAC de 6 ans à 3 ans. C'est bien le seul avantage pour lui, et pour le CAC, il n'y en a pas. Parce que honnêtement, le rapport sur les risques, personne ne veut se mouiller, donc rien n'est écrit dedans dans la plupart des cas. Et honnêtement, c'est un truc qui est appliqué sur, je crois, 2% des mandats au niveau national. C'est un épiphénomène, ça vaut même pas le coup qu'on en parle. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier aujourd'hui? Moi, ce que j'adore, c'est le contact. Il y a deux choses que j'adore, en fait. C'est le contact que j'ai avec mes clients, hein, parce que c'est en fait une relation qui se fait sur le temps long, hein, parce qu'on est nommé pour 6 ans. Souvent, on est renouvelé, donc on connaît les gens depuis longtemps. Il y a une confiance qui s'instaure, même si elle est critique, même s'il faut investiguer, même s'il faut aller voir les choses, même s'il faut avoir des fois un discours un peu franc. Mais voilà, le contact humain, ça, c'est assez génial, hein, et puis, l'autre chose qui est incroyable, c'est le fait de pouvoir passer, tu vois, le matin, tu vas pouvoir faire une association, une assemblée générale d'une association. Moi, j'ai une asso comme ça où
qui élèvent des chiens pour les remettre à des personnes handicapées. Enfin, le truc est assez incroyable sur la vocation de cet asso. Après, tu vas passer à un rendez-vous avec le DAF d'une boîte qui vend des bijoux à l'échelle nationale et avec d'autres problématiques qui sont intéressantes. Après, tu vas discuter avec un avocat pour un sujet de lever le fonds. Enfin, c'est tellement varié que tu rentres chez toi le soir, tu dis ah ouais, j'ai fait quand même tout ça aujourd'hui avec des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et au contraire, qu'est-ce que tu aimes le moins ? Bon, ça, je ne veux pas tuer l'ambiance, mais ce qui est un peu pénible, c'est le fait. Bon, alors déjà, Pacte, ça a quand même été assez dur, au-delà de la perte des mandats. C'est-à-dire qu'on te dit, bah voilà, finalement, tu ne sers à rien dans les petites boîtes. Tu dis, bon, bah super, moi je fais ce métier depuis 15 ans, j'y croyais pourtant, je pensais que ça avait du sens. On dit non, dégage. Et après, il y a aussi le fait que voilà, les contrôles, il y en a de plus en plus. On dit il y a des amendes financières qui peuvent être données par le régulateur si jamais on considère que tu as mal fait ton boulot après que tu sois passé devant une espèce de tribunal. Enfin, ça, c'est vrai que même si ça n'arrive pas tous les jours, heureusement, mais bon, c'est le côté un peu pesant. Peut-être, alors tu vas me dire si c'est vrai ou pas. Moi, j'avais entendu le cliché un peu de dire... en gros, en audit, tu fais 20%, tu fais des contrôles et 80%, tu dois documenter tes contrôles. Et moi, c'est justement où je me dis, mais j'ai pas envie de passer mon temps à faire de la paperasse. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Alors, c'est en partie vrai. C'est vrai que ça, c'est le côté pénible. Mais après, si tu es bien organisé, que tu es bien outillé, tu essaies de minimiser quand même le temps que tu passes sur tes plans de mission, à remplir des questionnaires. Alors, c'est un passage un peu obligatoire et qui te forme quand même. Parce que tu vois, quand tu fais un questionnaire de contrôle de l'annexe, du rapport de gestion, ok, c'est chiant. Mais après, une fois que tu l'as fait 2-3 fois, ok, tu prends des automatismes et tu n'as pas besoin de remplir ton questionnaire pour savoir quelle information tu dois retrouver. C'est vrai que c'est un peu pénible parce qu'il faut le formaliser dans ton dossier. C'est un peu besogneux, surtout les premières années où tu es auditeur. Mais c'est un mal obligé. C'est comme Elias pour les experts comptables. Ouais, il n'y a pas de métier idéal ou il n'y a pas de routine. Est-ce que tu es fier de ton parcours aujourd'hui et pourquoi ? En toute modestie, ouais, je suis assez fier. Honnêtement, voilà, moi je partais au début, quand je repense au mois que j'étais au collège, mauvais élève sans savoir où j'allais. Et aujourd'hui, me dire que ça a plutôt bien marché, ouais, je suis content. Si on passe plutôt au côté perso, toi, est-ce que tu es marié, est-ce que tu as des enfants ? Oui, je suis marié, j'ai 2 petits garçons qui ont 3 ans et 6 ans. Que des gars dans la famille. Ouais, que des bonhommes. Mais... Et en fait, c'est une vraie question, ça, de savoir comment tu arbitres entre vie privée et puis vie professionnelle. Alors, c'est vrai que quand tu fais ce métier, tu es commissaire aux comptes, tu es associé d'un cabinet, tu as des collaborateurs, tu as des clients, c'est assez exigeant, c'est quand même une charge de travail et une charge mentale aussi importante. Maintenant, moi, ce que je fais, c'est que je me débrouille quasiment tous les soirs pour me rentrer chez moi, sauf si je suis joint en clientèle ou si j'ai un événement particulier, mais pour pas rentrer après 19h, pour dîner avec mes enfants, pour leur raconter une histoire avant qu'ils aillent se coucher. J'essaie d'être le plus présent pour eux, et puis pour ma femme aussi, où on part tous les deux en vacances, où j'ai la chance d'avoir mes parents qui gardent les enfants quand on en a besoin. Après, je te cache pas que souvent, le soir, je rouvre mon ordi et je me remets à bosser. Mais après, le week-end, hormis le dimanche soir, c'est pareil, j'arrive à pas travailler. Donc en fait, c'est un équilibre qu'il faut trouver. C'est exigeant comme métier, ça demande, quand tu bosses vraiment, du coup, tu es concentré, tu y vas à fond. Je commence mes journées assez tôt, mais j'essaie de pas non plus y passer ma vie, quoi. Mais c'est ce qui peut faire assez peur aussi. J'ai l'impression que l'audit, c'est encore plus mauvaise presse que l'expertise comptable à ce niveau-là, de finir tard tous les soirs. Ça dépend où on bosse. Honnêtement, c'est vrai que moi qui ai bossé dans les plus grands cabinets, c'était mon cas. Il y a une époque, quand j'étais jeune auditeur, où je finissais à minuit, j'avais pas de vie. Aujourd'hui, moi, je vois mes collaborateurs, ils finissent jamais ou quasiment jamais après 19h et jamais ils rebossent le week-end. Après, c'est une question d'organisation, c'est une question aussi de charge de travail. Est-ce qu'il y a assez de membres dans l'équipe ou pas ? Alors, c'est vrai que des fois, il y a des moments de pression qui font que ok, il y a une deadline, il faut la respecter, donc ça peut exiger qu'un soir on bosse un peu. Mais si c'est la norme, c'est qu'il y a un dysfonctionnement en fait dans le cabinet. Et est-ce que ça a changé quelque chose justement pour toi dans ton organisation, le fait de devenir père ? Est-ce que justement peut-être tu t'es imposé de rentrer plus tôt ? Ouais, forcément. Après, cela étant dit, je ne m'étais pas non plus... Non, ce qui a changé, c'est le jour où j'ai rencontré ma femme, où là, j'ai commencé à rentrer plus tôt. Alors qu'avant, quand j'étais célibataire et tout seul, où là, personne ne m'attendait le soir. Du coup, c'est vrai que j'étais un peu corvéable à merci en plus. Donc là, je rentrais vraiment très tard.
Mais voilà, c'est la vie de famille, d'abord en couple, puis après avec des enfants qui font que tu t'imposes un rythme plus adapté à ton environnement familial. Sinon, Et c'est que ça va pas. je sais pas si tu as la stat au niveau de la féminisation en audit. Est-ce que c'est à peu près 50-50 ou... Alors, dans les équipes, c'est à peu près ça. Après, au niveau des signataires, des associés, pour l'instant, ça se rééquilibre progressivement, mais il y a encore une large majorité d'associés hommes. Ouais. C'est comme en expertise comptable, en fait. Ouais, c'est la même chose. En réalité, souvent, les experts comptables et commissaires aux comptes ont les deux casquettes. Est-ce que tu as des projets futurs ou pas forcément? Ah bah, en tant que chef d'entreprise, parce que c'est comme ça que je me vois d'abord, hein, mon projet, c'est de développer mon cabinet. Donc l'activité, en fait, moi j'ai une petite société à l'intérieur de mon cabinet, c'est-à-dire que moi je porte le pôle audit, donc celui que j'essaie de développer le mieux possible. Et puis après, au niveau politique, hein, entre guillemets, bah, c'est de continuer à la Compagnie de Paris, évidemment. Et est-ce que ça te fait pas peur, justement? Tu disais que tu allais sûrement continuer à perdre des mandats. Donc quand tu parles que forcément tu veux continuer à développer le secteur audit, est-ce que ça te fait pas peur, justement? Est-ce que tu te dis pas que peut-être tu vas augmenter le nombre de missions dont on parlait tout à l'heure, par exemple les audits d'acquisition? Alors non, pas du tout. Ça me fait absolument pas peur. Parce que maintenant qu'on a un peu de recul, hein, ça fait 3 ans cette loi Pacte. Nous, comment ça s'est passé? Alors certes, on a perdu des petits mandats, mais qui ne sont pas les plus rentables, qui ne sont pas forcément toujours les plus intéressants. Alors pour certains, si. Hein, mais en l'occurrence, on a développé de manière significative notre chiffre d'affaires depuis le vote de la loi Pacte. Coïncidence, j'en sais rien. Mais toujours est-il qu'on a réussi, en fait, à toucher des clients nouveaux, souvent de taille plus importante, via notre réseau, via nos clients qui nous recommandent, et aussi via toutes ces missions exceptionnelles. Donc du coup, je ne suis pas inquiet du tout. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est mes gros clients qui sont rachetés par des plus gros qu'eux et qui, du coup, nomment d'autres CAC à ma place. Ça m'inquiète. Les petits mandats, bon, bah, ok, je vais arriver à compenser ce manque à gagner. Donc pour finir peut-être un peu sur le côté interview avant de passer aux questions, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un aujourd'hui qui nous écoute et qui veut devenir commissaire aux comptes? Est-ce que tu lui conseilles par exemple au niveau scolaire, est-ce que tu lui conseilles plus de faire un master CCA, un DSCG, une école de commerce? Est-ce qu'il n'y a pas de règles? Est-ce que tu leur conseilles après d'aller dans un big ou pas forcément? Ça fait plein de questions, mais plein de super questions. Bon, moi, ce que j'ai fait, c'était donc Master CCA. Ça, c'est un avantage certain. C'est que déjà, on s'enlève quand même un peu du stress par rapport au DCG, de passer toutes les UV en une seule fois avec un côté un peu qui tout double, puisque évidemment, c'est un contrôle continu. Et puis, ça donne des équivalences. Donc, en ça, le Master CCA, pour moi, c'est une des voies royales pour arriver à l'expertise. Mais ce n'est pas la seule. L'école de commerce, elle a un intérêt parce que tu as un profil un peu différent, parce que tu as des matières qui sont un peu plus orientées business que technique. Et c'est un vrai intérêt aussi, mais par contre, il faut faire attention aux équivalences qu'on peut avoir ou pas à la fin. Moi, j'ai eu un apprenti qui était un gars vraiment brillant, très bien. Je lui ai proposé un job. En fait, il faisait l'IESEG, pour ne pas citer l'école, hein, mais qui avait un inconvénient majeur, c'est qu'il n'y avait aucune équivalence du DSCG. Donc le fait de devoir passer toutes les équivalences, ça l'a un peu démotivé et finalement, il est parti dans le conseil à mon grand regret. Quant au DSCG, bon, ça, c'est évidemment une des voies royales pour arriver à l'expertise. Et évidemment, c'est une filière qui est aussi excellente pour arriver à ses fins. Donc pour toi, il n'y a pas forcément de meilleur diplôme, en tout cas pour l'aspect technique, que ce soit le Master CCA, DSCG? Non, moi c'est un choix de cœur le Master CCA parce que c'est le diplôme que j'ai passé. Mais après, il n'y a pas une formation qui soit meilleure qu'une autre. Et pour commencer en audit, alors, toi, tu conseilles pas forcément systématiquement les bigs, c'est ce que tu disais tout à l'heure? Ouais, parce que moi, en fait, ce que je trouve terrible avec les bigs, c'est pas la formation ou les années qu'on peut y passer qui sont très bien, on apprend beaucoup et puis de toute façon, heureusement qu'ils sont là, on n'a pas le choix. Enfin, comment auditer une boîte du CAC 40 si on s'appelle pas EY? Mais le sujet, moi, ce que je trouve un peu navrant, c'est que il y a beaucoup de jeunes qui pourraient faire des carrières formidables dans le commissariat aux comptes et l'expertise comptable, mais qui en fait sont un peu dégoûtés du métier après avoir bossé pendant 3 ans à la Défense et qui du coup partent en entreprise. Et c'est ça que je trouve dommage. Donc on peut passer par les bigs. Hein. Moi j'avais mon premier maître de stage, il m'avait dit, il était en Martinique en l'occurrence, il m'avait dit, j'étais venu 3 ans à Paris bosser chez Mazars et il m'avait dit, les bigs, tu rêves d'y aller
qu'on n'y a jamais mis les pieds, mais une fois que tu y es, tu rêves que d'un truc, c'est d'en partir. Moi, c'est un peu ce que j'ai vécu quand j'étais chez Deloitte. Mais... Et peut-être qu'il y a plus de perspectives au niveau de l'association. C'est peut-être plus facile de s'associer quand on est dans un plus petit cabinet plutôt que quand on est dans un big. Ah bah c'est sûr, parce que le business model du big, c'est pas d'associer tous les juniors qui rentrent. Hein. Il y en a 1% qui vont s'associer à la fin. Mais après, on peut s'associer dans un cabinet, ou on peut créer son cabinet en étant passé par un big. Ça marche très bien, parce qu'on a fait aussi son réseau. Moi, je connais plein de copains qui sont passés par des bigs, qui sont restés jusqu'à niveau manager, qui sont partis, après qu'on crée de très beaux cabinets. Ils avaient un réseau, ils avaient une expertise dans le domaine bancaire, dans le domaine de l'assurance. Et ils ont aujourd'hui des cabinets mais incroyables à Paris ou ailleurs. Mais ça peut être un passage intéressant, mais c'est pas un passage indispensable. Ça, je pense que c'est quelque chose dont on parle pas assez, le réseau. En fait, je pense qu'à partir du moment où tu as un réseau, tu peux faire plein de choses. Mais après, comment tu fais justement pour développer ce réseau? Toi, tu disais que c'était plus peut-être au niveau de tes copains quand tu faisais beaucoup la fête. Et après, au niveau peut-être politique. Mais ceux qui nous écoutent, qui sont plutôt jeunes et qui comprennent pas forcément encore l'intérêt du réseau, est-ce que tu peux leur expliquer vraiment à quoi ça sert et peut-être donner des pistes un peu comment on fait quand on est jeune pour se créer un réseau? Bah, en fait, le réseau, c'est indispensable parce qu'aujourd'hui, moi, je vois d'où viennent mes clients. Hein. Enfin, la plupart viennent, me sont envoyés par des amis experts comptables ou, bon, après, voilà, par des cabinets d'avocats, etc. Mais quand tu crées ton réseau, tu le fais pas avec cette envie dans la tête qui va pas en te disant j'y vais pour me faire un réseau. Non, tu y vas d'abord pour passer des bons moments. Enfin, moi, c'était le cas dans mon syndicat professionnel, à la CRCC de Paris. Voilà, les choses se font de manière naturelle. Alors, moi, je n'ai pas été investi à l'annexe, ni au CJEC, mais si c'était à refaire, sans doute que j'irais pour le coup. À l'annexe, je vois comment ça se passe, parce que moi, je travaille beaucoup à la commission attractivité à Paris, à la CRCC. On a la présidente de l'annexe, on avait son prédécesseur qui en était le président, on a la vice-présidente du CJEC qui est responsable d'attractivité au CJEC. Je vois comment ça se passe entre eux. C'est comme moi à la CRCC, c'est d'abord une bande de copains qui font des trucs pour se marrer, qui vont organiser des soirées, là, ils organisent une chasse au trésor, ils organisent plein de choses. Ils bossent aussi, ils organisent des formations sérieuses, ils vont voir les jeunes, ils sont là en soutien pour eux. Et c'est comme ça qu'on crée un réseau. C'est en allant au contact des autres et puis qui, à un moment donné, vous le rendent bien parce que c'est vos potes. Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment ou pas? Ça, c'est une bonne question. Si je devais parler au moi de 20 ans, tu vois, je me dirais, commence pas la clope, c'est une connerie. Mais sinon, en fait, non, parce que tout est... On maîtrise pas. Enfin, si tu veux, pour réussir dans la vie, il faut du travail, ça c'est sûr. Il y a aussi une part de chance, quoi. Et en fait, là où j'en suis aujourd'hui, ça a été un concours de circonstances parce que j'ai rencontré à un moment donné quelqu'un qui m'a fait que j'ai passé un entretien et puis j'ai été pris dans tel ou tel cabinet. Et tu penses que c'est de la chance? Parce qu'au final, c'est travailler son réseau, c'est aussi, une ouais. compétence. C'est une somme de chance, de travail, de capacité, de facilité à rencontrer les autres. Mais honnêtement, voilà, je pense que je ferais pareil en vrai. Super, merci en tout cas pour cette première partie d'interview. On va passer aux questions. Alors une première question, quel a été l'apport du master en droit fiscal pour la suite? Parce que sachant qu'a priori, tout ce qui est fiscalité, un commissaire aux comptes, c'est pas forcément ce qu'il gère au quotidien. Est-ce que ça t'a servi quand même? Oui, ça m'a servi parce qu'au-delà même de la pure technique fiscale, alors certes, c'est vrai que le job, dans la part du job de l'auditeur, la fiscalité, c'est une petite partie de ses investigations, mais elle existe quand même. Hein. Enfin, c'est important, la fiscalité. Mais au-delà de ça, c'était une formation intéressante en ce sens où ça permettait de désacraliser, si vous voulez, l'analyse des arrêts, de la jurisprudence, des articles de loi. On utilise comme ça le Code général des impôts qu'on lit dans le texte. Enfin, en fait, c'était une formation, on était 3 à avoir vocation à devenir expert comptable et tout le reste de la promo, ils sont tous devenus avocats fiscalistes. Donc, c'était d'abord des juristes. Donc, on apprend, c'était en termes d'apprentissage, c'était hyper enrichissant. Mais après, quand j'ai fait ce diplôme-là, c'était pas à l'époque avec la finalité, l'objectif de devenir commissaire aux comptes, parce que ça s'est fait plus tard. Mais c'est une formation que j'ai pas regrettée parce qu'elle était, en fait, même au niveau de la culture générale, c'était hyper intéressant, avec des profs vraiment de haut niveau. Est-ce que tu aurais des conseils pour réussir dans l'audit? Peut-être, quelles sont les compétences pour toi qu'il faut avoir en audit?
Bah, il faut être ouvert aux autres, c'est-à-dire qu'il faut avoir une faculté à communiquer de manière assez facile, hein, aussi bien oralement que par écrit. Il faut être curieux, s'intéresser. En fait, il faut savoir s'intéresser. C'est ça tout l'intérêt du job, c'est de comprendre comment marche la boîte qu'on va aller auditer. Et puis de s'assurer que tout ce qui s'est passé dans cette société bah, voilà, soit bien retranscrit dans les comptes. Donc il faut vraiment s'intéresser, être curieux, être ouvert et aimer, partager, communiquer. Et surtout avec tous les secteurs d'activité auxquels on peut être confronté. Aussi, oui. Alors, d'une part, avec tous les secteurs d'activité, puisque je n'ai pas dit, c'est aussi avec le reste de l'équipe. Moi, en fait, tu vois, je vois une équipe d'audit un peu comme une brigade en cuisine. Il faut qu'il y ait de l'échange, il faut qu'on communique entre nous. Si chacun est dans son coin pour faire son truc, ça ne marche pas. Parce qu'il faut avoir une vision globale de l'entreprise. Donc, si on veut que ça marche, vas-y, tu dis pas passe-moi le sel, vas-y, coupe-moi, je sais pas quoi. Non, mais il faut qu'on échange sur bah tiens, tel cycle, t'as vu tel truc, la marche évolue dans tel sens pour telle et telle raison. Il faut échanger entre nous, sinon ça fonctionne pas. Comment tu vois le métier de CAC dans 20 ans? Pour Julie, j'en sais rien. Je sais pas. Je pense que c'est un métier qui existera toujours, hein. Évidemment. Je pense qu'il y a toujours besoin, et même de plus en plus, de cette confiance voilà, qu'on peut avoir dans les comptes et au-delà des comptes, parce que c'est un métier qui évolue. Demain, sur tout ce qui est, sur tout ce qui est hors financier, hein, mais tout ce qui est ESG, tout ce qui est hors bilan, que ce soit sur les aspects sociaux, sur les aspects environnementaux, on peut avoir un rôle à jouer en tant que CAC. Donc ça, c'est sûr que ça va exister de plus en plus dans les années qui viennent. Et puis, non, la confiance dans les comptes, c'est un truc qui existera toujours. Alors après, on va passer par des outils, de plus en plus par l'analyse de la data. Le métier va évoluer, mais il existera toujours dans 20 ans. Ouais, on espère. C'est quoi le quotidien dans la commissaire aux comptes? Est-ce que forcément, quand tu es commissaire aux comptes, je suppose que tu interviens quand même un peu moins sur l'audit au niveau de la production? Peut-être que c'est plus des échanges avec les dirigeants. Qu'est-ce que tu fais En fait, c'est un métier qui est évolutif. C'est ça qui est marrant aussi. Quand tu commences, tu es intégré à une équipe, tu es en phase d'apprentissage. Donc, tu es beaucoup au contact de ton équipe, ton supérieur direct. Tu vas chez le client, chez lequel tu vas rester souvent plusieurs jours, hein, parce qu'il y a quand même un peu de volume. Souvent, c'est des sociétés quand même d'une certaine taille. Donc, tu vas travailler sur les séquences de config, tu vas faire ta synthèse. Tu vas être quand même assez détaché pendant longtemps sur un dossier. Et puis après, tu vas les enchaîner, mais alors dans des domaines différents. Et puis, quand tu montes en expérience, après, tu vas faire de la supervision. Donc, tu ne vas pas avoir une seule équipe, mais deux. Donc, tu vas passer d'un client à l'autre. Et puis après, tu vas devenir associé. Et quand tu es associé, tu supervises encore davantage de dossiers. Et du coup, effectivement, tu es davantage au contact du dirigeant, ok, mais aussi du DAF, aussi de l'avocat du client, aussi des différentes parties prenantes, du responsable informatique, mais que tu vas même auditionner en tant qu'auditeur senior. Tu vas avoir des tas d'interlocuteurs, la DRH, le chef des ventes, le responsable du stock. C'est ça qui est marrant, c'est aussi que tu sors du cadre purement comptable. Ton interlocuteur, c'est pas que le service comptable, loin de là. Est-ce que tes mandats, du coup, c'est sur des entreprises qui sont principalement en Île-de-France, ou est-ce que tu en as... Pour le coup, ouais, essentiellement, mais pas que, hein. J'ai aussi des clients qui sont un peu en Normandie. Alors, j'en ai pas en Bretagne. Non, Le Mans, c'est pas encore la Bretagne. J'y étais hier, tiens, une assemblée générale, mais on n'y est pas, même si c'est la direction. J'en ai aussi dans le Grand Est, dans le Sud. Mais bon, l'essentiel, c'est plutôt Île-de-France. Ouais. Et comment ça se fait justement que tu puisses avoir des clients qui sont dans toute la France? C'est peut-être, comme tu disais, le réseau des personnes qui ont déménagé ou... C'est souvent des groupes, tu vois, qui ont une filiale qui peut être un peu plus loin. Ou alors, j'ai pas mal d'écoles d'ingénieurs dans ma clientèle qui sont en fait en format associatif et qui sont toutes dans la même branche d'activité, en l'occurrence bâtiment, travaux publics, qui forment des ingénieurs. Et donc, il y a différentes écoles qui ont été créées dans différentes villes de France. Et du coup, j'en suis le commissaire aux comptes. Et du coup, je me déplace à Caen, à Metz, dans différentes régions. Est-ce que tu as un message à passer aux jeunes experts comptables, s'il y en a qui nous écoutent et qui hésitent aujourd'hui à s'installer en tant que commissaire aux comptes? Là, tu vois, on organise, c'est un truc assez nouveau qu'on a organisé avec une copine, tu vois, parce qu'on se fait du réseau, hein, mais qui est la vice-présidente du CJEC à Paris. Des rencontres avec le CJEC et l'annexe, on fait ça 2 fois par an et on explique justement aux jeunes diplômés pourquoi il faut absolument s'inscrire à la compagnie des commissaires aux comptes. Alors, on donne des raisons qui sont des raisons business d'abord, hein, parce qu'il y a plein de missions nouvelles qu'on peut faire avec sa casquette de CAC. Alors, soit des missions légales ou soit même des missions qu'on peut vendre en tant que CAC à des clients. Donc, il y a un vrai intérêt. Exemples? Oui, tu sais, c'est toutes ces missions un peu exceptionnelles
Tu sais, les fameux commissaires aux apports, à la transformation, aux avantages particuliers. Toutes ces missions-là qu'on peut avoir assez facilement pour autant qu'on ait un petit réseau. Il suffit d'avoir un ou deux copains experts comptables. Ils ont une mission, une société qui veut se transformer. Ils ont besoin de faire appel à une bestiole comme ça, le commissaire à la transformation. Donc si c'est ton pote, il t'appelle, tu vends la mission 1 000 €, tu es content parce que tu as fait ton job. Et puis voilà, comme tu es commissaire aux comptes, tu peux la faire cette mission-là. Tu n'as pas besoin d'avoir nécessairement une grosse mission d'audit légal pour trouver un intérêt à être commissaire aux comptes. Après, tu as aussi, tu vois, dans les associations, on peut avoir ce type de mandat de manière beaucoup plus simple parce que les seuils, ils sont très faibles. Tu as même des fonds de dotation, tu vois, c'est 10 000 € de ressources, bing, ils doivent avoir un CAC, ces gens-là. Donc oui, il y a du business. Et puis après, tu as aussi les co-commissariats aux comptes. Moi, j'ai une amie, là, je l'ai poussée pendant des mois et des mois à s'inscrire à la compagnie. Elle a fini par le faire. Et là, j'ai un mandat, tu vois, j'avais besoin d'un co-commissaire aux comptes avec moi. Je l'ai proposé à mon client qui l'a désigné en co-CAC avec moi et puis elle en a ravi. Donc, il y a plein de choses à faire. Il y a des mandats qu'on peut trouver. Puis après, c'est toujours pareil. Tu as un mandat, 2 mandats, 3 mandats. Et puis, au fur et à mesure du temps, tu as une activité qui s'est développée en commissariat aux comptes parallèlement à ton activité d'expert comptable. Donc, il y a un vrai intérêt. Et donc, pendant ces échanges entre CJEC Annexe et CRCC, donc on leur présente ces missions, on leur présente des parcours justement de jeunes nouveaux inscrits qui sont à la fois experts comptables et commissaires aux comptes et pourquoi est-ce qu'ils ont trouvé un intérêt à être commissaire aux comptes. Et puis après, on leur explique aussi qu'il y a un paquet d'avantages quand tu t'inscris en tant que jeune, sur des cotisations que tu ne payes pas, sur des formations gratuites. Enfin, on fait tout ce qu'il faut à la CRCC, puis même à la CNCC pour encourager les jeunes à s'inscrire au stage, qui ont eu leur diplôme, à s'inscrire en tant que commissaire aux comptes. Dans la prochaine édition, si ça intéresse ceux qui nous écoutent, ça sera à la rentrée de septembre. Super, le message est passé, je pense. Merci beaucoup Camille, en tout cas, de m'avoir accordé de ton temps. Merci Julie. Et puis, je te dis bonne continuation. Merci à toi et bonne continuation pour tes podcasts, je trouve ça génial. Merci. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn ou Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Des suggestions de profils sont aussi les bienvenues. Si tu veux m'aider à faire connaître le podcast, tu peux le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager à 2 amis, c'est gratuit. La semaine prochaine, on retrouve Vanessa qui s'est reconvertie dans la comptabilité après avoir travaillé en maison de retraite. Jeune maman, elle s'est accrochée pour obtenir ses diplômes et vient de passer ses épreuves de DEC en mai dernier. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h